pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 34. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, jeux vidéo, séries. Et on s'est dit que discuter du prix de la courgette dans l'Union Européenne, ça serait un peu trop. Un peu trop edgy. Je suis Daniel Andreev et de l'autre côté de la planète se trouve Benjamin François, alias Quix. Bonjour Benjamin. Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs. Et de l'autre côté de la France, on va dire ça pudiquement, se trouve notre invité du jour. Un invité mystère qui n'est jamais venu. C'est sa première fois. Personne ne le connaît, va falloir qu'il se présente. Allez, quel est ton nom, mon petit garçon? De l'autre côté de la France, mais dans un tout autre monde, hein, n'est-ce pas? Oui, bah forcément, c'est moi, c'est papa. Salut papa, Stéphane Boulet, notre comparse de Super Ciné Battle. Mais oui. Et je vous l'ai pas dit, mais voilà, le sujet du jour, on va parler de Zelda. Et évidemment, Zelda, on a tous un avis dessus. Ça, on peut dire que c'est à l'occasion de la sortie de la Switch qu'on en parle un peu, puisque 66% de nous trois a joué au dernier jeu. Oh, c'est ça. 66%, c'est-à-dire, tu n'y as pas moi, joué? j'ai pas touché à Breath of the Wild, mais toi et papa, vous y avez joué. Moi, j'ai joué toute l'après-midi. Voilà. Et tu as joué là cet après-midi? Ouais. Ouais. Ah putain, alors est-ce que tu as les yeux émerveillés? Je suis bien. Alors c'est moche, mais franchement, ça le fait. Moi, je trouve pas ça moche, mais après, si tu veux, j'ai Horizon en même temps, et c'est vrai que l'esthétique turbo-réaliste de Horizon, comparé à cette espèce de truc épuré, un peu un peu la vie de Zelda. Vous voulez parler de Breath of the Wild direct? On peut faire ça, hein, sans transition, on enchaîne direct, on parle de Breath of the Wild. Moi, je vais me faire un café, et puis vous en parlez. Non, tu sais quoi, papa, on a tous un Zelda qu'on aime, on a tous en nous quelque chose de Zelda. C'est quoi ton Zelda préféré, papa? Eh ben moi, mon Zelda préféré, je vais faire dans l'original. Enfin, de toute façon, voilà, il y a certains Zelda séminales. Ce sera Ocarina of Time, l'épisode sorti sur Nintendo 64. Enfin, le premier épisode sorti sur Nintendo 64, parce que c'était le Zelda du passage à la 3D déjà. Voilà comment convertir cette aventure en 3D et ils l'ont fait avec un tel brio. C'était celui de tous les risques un peu. Voilà, c'était celui de tous les risques. Enfin, c'était vraiment. Enfin voilà, de la même façon qu'ils avaient fait avec Mario. Tu te demandais comment est-ce que t'allais adapter Mario à la vue à la 3D. Du coup, les équipes de Nintendo, Miyamoto en tête, on se redressé les manches et puis ils ont fait un boulot assez dingue, il faut bien le reconnaître. Avec un certain talent, voilà. Voilà, avec un certain talent pour un jeu qui est complètement maboule, enfin, dans tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il a fait, enfin voilà, ils ont tout mis, tu sais, ils ont mis tous les œufs dans le même panier, ils y sont allés à fond, et voilà, le résultat est assez admirable, et puis c'est donc au-delà de la claque, de l'époque, enfin, voilà. Technique, tu peux le dire, hein, même techniquement, voilà, c'était quand même une claque, hein. C'était quand même assez impressionnant, malgré le brouillard et ce genre de truc, ça, quand même, c'était assez ouf de voir tout ça. Et puis il y avait une petite sensation de monde quand même. Enfin, on traversait vraiment on se tapait les distances quoi à pied. Oui, c'est ça, voilà. T'avais effectivement le sentiment de parcourir plus que Benjamin va revenir sur le premier Zelda, mais quand tu passais de Link to the Past, etc. Enfin là, t'avais vraiment ce sentiment d'avoir des plaines gigantesques à taper. Et du coup, t'étais vraiment content quand tu chopais Epona. C'est vrai qu'il y avait un sentiment d'immensité. Voilà, c'était vraiment un truc assez fou. Puis surtout, enfin, t'avais moi ce que j'adore dans cet épisode-là, qui est un truc que tu retrouves pas dans énormément de jeux vidéo et qui sont pas forcément faits aussi bien, mais c'est tout le côté la gestion du temps, c'est-à-dire que t'as une partie de l'aventure avec Link enfant, une partie avec Link adulte, tu fais des allers-retours et voilà toute cette gestion. Enfin, c'est pas que juste comme par exemple dans Day of the Tentacle où t'as des énigmes à faire dans un cran dans l'autre, t'as vraiment ce sentiment de voir la vie de Link se défiler en entier devant tes yeux en fait.
voilà, c'est pas que juste des énigmes dans deux mondes différents. T'as vraiment ce côté voilà, ce qu'on fait, on grandit, on apprend, et puis on devient adulte, etc. Enfin, il y a un côté aussi très très triste, très lancinant dans cet épisode-là. Ah, c'est le premier Zelda post-apocalyptique. Donc qui pareil, voilà, qui avec cette thématique du personnage qui grandit, qui quelque part abandonne qui il était pour devenir qui il doit être. Oui, puis d'un univers qui tourne assez mal, parce que voilà, exactement. Quand t'es enfant, t'as encore de l'espoir, puis quand t'es adulte, t'es quand même dans un univers assez sombre. Voilà, donc exactement, donc toute la thématique effectivement de ce qu'on a tous connu, voilà, grandir, qu'est-ce que ça fait? Bah ça fait mal, tout simplement. Et voilà, c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière, avec ce rapport au temps. À tous les niveaux, voilà, c'est pas comme je parlais d'Epona, voilà, tu pouvais la seule façon d'avoir Epona, c'était de prendre contact avec elle quand t'étais petit, et puis après tu la retrouvais plus tard, enfin voilà, et t'avais un côté très mélancolique, et voilà, c'est un jeu qui m'a vraiment énormément marqué, que je trouve encore formidable. Voilà, le seul truc qui a vieilli, c'est la technique, mais finalement c'est et d'ailleurs, vraiment pas le plus important, quoi. Il est ressorti sur 3DS en version très potable. Ouais, il est ressorti sur 3DS. J'ai aussi les fameux disques sur GameCube là, tu sais, qui étaient en édition limitée avec Master avec Quest, Wind Waker. Voilà, avec Master Quest, etc. Enfin voilà, le jeu, je crois que je dois avoir 2 ou 3 fois ou 4 fois même en tout. Donc voilà, donc c'est un vrai grand jeu épique, une vraie aventure avec toujours les fameux donjons revisités en 3D, toujours plein d'idées. Voilà, c'est très grand jeu. Qu'est-ce que je l'ai attendu, ce jeu, parce que j'avais ma N64 Day One. En plus, c'est la version japonaise. Et il a mis un temps fou à sortir. Ah oui, mon pauvre, il est sorti en quoi, 98? C'est ça, oui, 98. Fin 97? Non, 98, la même année 98 en Europe, mais au Japon, peut-être fin 97, ouais. Mais ouais, c'est la même année qu'Half-Life, c'est pour ça que aussi, enfin, c'était une année, genre, complètement ma boule. T'avais Fallout 2, t'avais Zelda, t'avais Half-Life, voilà, ça envoyait du lourd. Et encore, je crois que je les ai pas tous dit, mais voilà, c'était une année complètement ma boule de ce point de vue-là, quoi. Ouais, j'adore cet épisode. Et toi, Benjamin? Bah, écoute, moi, j'adore aussi Ocarina of Time, mais j'ai un petit reproche. Mais on aime tous Ocarina of Time. Et bah, de toute façon, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit papa, et c'est un jeu qui a fait date, et c'est pas anormal de le retrouver en tête de tous les classements de l'histoire des jeux vidéo. Mais moi, il y a un truc que je reproche à Ocarina of Time, c'est que c'est plus que jamais l'épisode qui a vraiment introduit la linéarité dans les Zelda. Et moi, ce que j'aimais dans Zelda, c'était la liberté. Et c'est pour ça que mon Zelda préféré, c'est le tout premier. C'est The Legend of Zelda sur Famicom et NES. Parce que dans le tout premier Zelda, quand tu commences le jeu, tu peux déjà aller n'importe où sur la map. Il y a doit y avoir 2 cases uniquement, parce que ça se joue par écran, donc tu te déplaces d'écran en écran. Et sur l'intégralité de la map, il doit y avoir 2 écrans au max où tu peux pas aller, mais genre dès le départ. Et tu as joué à sa sortie? Et non, parce que déjà, il est sorti, quand il est sorti en Europe, il est sorti en quoi, 88 en Europe? Ouais, donc oui, est-ce que tu y as joué en 88? J'y ai joué en 90. Donc pas à sa sortie, mais j'y ai joué, j'étais un enfant. T'étais dans l'époque, quoi. Voilà, j'y jouais par petites sessions, je peux dire. J'ai mis 6 mois à le rincer, le jeu. En plus, il y avait les 2 quêtes, donc c'était quand même, c'était pas rien, quoi. Donc le tout premier Zelda, moi, c'était ce sentiment de liberté qui était complètement fou à l'époque, parce qu'il y avait aucun autre jeu qui offrait une liberté pareille, avec un univers aussi vaste. Et c'est ça que je trouvais formidable. C'était, tu posais des bombes sur tous les murs pour trouver des cavernes cachées, tu cramais tous les arbres pour trouver des passages secrets, et tu pouvais vraiment aller partout. Terroriste. Et oui, il y avait de ça. Et c'est vraiment ça qui m'avait vendu le jeu à l'époque. C'était cette liberté, ce sentiment de, tu pars vraiment à l'aventure, en fait. Tu vois, tu commences le jeu, t'es au courant de rien, tu sais rien. Bon, à la limite, t'as lu la notice, parce que à l'époque, on lisait les notices. À l'époque, il y avait des notices surtout, hein. Voilà, la notice était très jolie, il y avait des illustrations dedans. Alors, à propos de la notice de Zelda, ouais. Moi j'ai joué pour la première fois à Zelda chez mon petit cousin, mais lui, c'était un petit bourge, il avait la NES. Moi j'étais team Sega, donc tu sais, c'était un peu les pauvres, on était un peu l'alter gaming, tu vois. Et donc il avait Zelda, et donc je découvre avec sa cartouche dorée, enfin tu vois elle était belle en plus. Ouais, tu vois, en plus ça rajoutait sur le côté bling bling de Zelda. Ouais, bon, complètement. J'étais formaté pour pas aimer Zelda, tu vois, j'étais déjà un peu un réac. Et je joue au jeu, et en fait, tout de coup, mon cousin me dit, mais il faut que tu chopes la Schmorf. Et là, je comprends. Il est plus petit que moi, mon cousin, donc il était vraiment jeune. J'ai dit, quoi? La Schmorf? Et alors là,
En fait, ce que je comprends, c'est que mon cousin, il a regardé la doc, mais il faut savoir que la doc, elle était en français et en allemand. En français et en néerlandais. C'était en néerlandais. C'est en néerlandais. Ouais. c'était Et donc, néerlandais. du coup, il a lu toutes les lignes en néerlandais. Et il connaissait tout le putain de Zelda en néerlandais. Oui, parce que... Et tu sais quoi? Quand il en parle, on dirait que c'était des runes, mon pote. Il lisait Lilien. C'était les arcades. C'était incompréhensible. J'ai mis un peu de temps à me remettre dans ce que une épée est une épée et pas ça a trop plongé dedans, ouais. En fait, avec la notice, t'avais un petit booklet qui était fourni, qui était scellé, avec un plan du monde extérieur et les plans des premiers donjons. Mais si t'étais pas obligé de l'ouvrir, c'était scellé, il y avait marqué attention, à l'intérieur, il y a des, enfin, c'était pas, on disait pas spoiler à l'époque, mais il y a des révélations, vous avez peut-être pas envie de vous infliger ça, donc il avait peut-être aussi lu ça, je ne sais pas. C'est qu'à l'époque, en fait, les gens faisaient pas confiance, au public pour qu'il soit malin, pour qu'il se débrouille dans un jeu, en fait. Phantasy Star, quand il est sorti en France, il y avait un Phantasy Star 2, Phantasy Star 3. Il y avait des guidebooks gigantesques, genre vraiment des gros guidebooks qui étaient filés avec. Ils ont ensuite fait ça pour Secret of Evermore. Ouais, Secret of Evermore était vendu avec pour la Terranigma complète. Ouais, Terranigma et tout ça. Genre, les mecs ne faisaient pas confiance au public. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Ils te foutent des gros points jaunes et des grosses balises qui apparaissent partout sur la carte. Comme ça, ils te font vraiment pleinement confiance, quoi. Mais tu sais, moi, ça me rendait fou à l'époque parce que on te vendait un jeu avec la Solus et sur la Solus, il y avait un sticker marqué « Faites bien attention de bien tout lire pour profiter pleinement de votre jeu ». Et moi, ça me rendait dingue parce que moi, ce que j'adorais dans Zelda, c'était la découverte. Donc, c'était ne pas savoir s'il y avait un truc derrière le mur sur lequel je posais une bombe. Et donc, qu'on me gâche le plaisir en me vendant une Solus avec. Alors, évidemment, je n'étais pas obligé de la lire, mais je trouvais ça, pour moi, c'était inimaginable, tu vois, c'était vraiment inimaginable. Aujourd'hui, ça s'appelle partager ses screenshots sur Twitter, ça, tu vois. Donc voilà, c'est mon préféré. Ça. Daniel, quel est ton Zelda préféré? Eh bien, écoutez, pour moi, c'est le premier que j'ai vraiment possédé parce que donc je n'avais pas de NES. Mm-hmm. Moi, c'est Link to the Past et en version US. Je l'ai eu d'abord en version US. Et j'adore ce jeu. Ce jeu, il incarne exactement tout ce que j'ai envie d'avoir dans un Zelda. C'est-à-dire très très peu d'histoire. Ça commence, il pleut. On te dit, ouais, il faut que t'ailles rejoindre ton oncle. Il pleut, c'est un orage, ouais. Et puis, quelle ambiance, avec la pluie. Il faut que tu t'ailles dans la grotte, il y a ton oncle, machin, il est dans la merde. Tu y vas, tu trouves une épée et en 2-3 minutes de jeu, sans aucun tutoriel, ça y est, t'es dans l'aventure. Ouais. Je crois que, mais en fait, j'adorais déjà ça à l'époque. Mais à force de faire les Zelda que je qualifierais entre guillemets de tout pourri, où on se tape 3 heures de discussion avant que le jeu commence vraiment. On va en parler, t'inquiète pas. Ouais. À force d'avoir eu des Zelda comme ça, des full narrative expérience et tout ça, en fait, je me suis mis à beaucoup plus aimer ça et c'est pour ça que j'aime Dark Souls. C'est que, on te met tout de suite dès le début avec toutes les capacités possibles. Dark Souls, c'est l'extrême inverse, on t'explique rien surtout. C'est que démerde-toi et va comprendre à quoi ça sert de récupérer ton humanité. Il y a des petits indices sur le sol. Et Zelda pour moi c'est un peu ça. C'est tu te débrouilles. Si tu dois cramer tous les arbres, tu dois les cramer. Et ça me fait un peu peur pour Breath of the Wild de dire ça parce qu'il y a des millions d'arbres dans le monde. Mais tu sais que c'est une des premières choses que j'ai fait, foutre le feu partout, moi, dans Breath of the Wild. Hein. Ah, tu m'étonnes. Mais ça m'étonne pas. Mais pyromane. Link to the Past, vraiment, et je trouve que esthétiquement c'est le plus beau. C'est vraiment la patte graphique que j'aime, c'est-à-dire un espèce entre la direction artistique de la NES et un ton pastel que j'ai jamais revu depuis en fait. J'ai jamais revu un Zelda qui ressemble à celui-là. Après, ensuite ils en ont fait un 3D. Ils ont fait celui sur Game Boy qui s'en rapproche, mais il y avait pas ce ton-là. Et quand tu bascules dans le monde, dans le Dark World de Zelda, ça devient complètement autre chose. Et le mindfuck absolu, quand tout d'un coup tu découvres qu'il y a un deuxième monde exactement similaire que tu peux explorer, ça m'a scotché. J'ai adoré, j'ai passé des nuits sur ce jeu. J'adore Link to the Past. Et sur l'immédiateté de l'intro, en fait, c'est pour moi une suite naturelle de, justement, du début du tout premier Zelda. Parce que quand tu commences dans le tout premier Zelda, t'es à poil, t'as rien, t'as pas d'armes. Et en face de toi, tu vois une caverne. Et tu te dis, la logique veut que t'as dans la caverne. Et là, dans la caverne, on te dit, tiens, voilà une épée. Maintenant, tu te démerdes. Et c'est exactement pareil, en fait, dans Link to the Past.
toute petite discussion de Zelda qui dit viens m'aider. T'as ton oncle qui fait bon, je dois faire un truc. Tu restes là, tu bouges pas. Alors évidemment, le premier truc que tu fais, c'est que tu bouges. Évidemment, tu bouges, forcément. Et ensuite, tu vas retrouver ton oncle et là, tu récupères l'épée avec ton oncle qui meurt. Enfin, je veux dire, c'est un Zelda où t'as ton oncle, il meurt. T'es là genre bon bah allez à la baston, c'est parti. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a pas besoin d'avoir 30 heures d'explication sur quoi faire. T'es dehors. T'as ton arme, il y a des monstres, bon bah t'y vas, et puis t'as pas besoin qu'on t'explique pendant 1000 ans quoi faire, et c'est ça qui est génial. J'ai l'impression à chaque fois que je revois et que je refais ce Link to the Past, c'est que ils avaient la recette et ils l'ont perdue en cours de route pendant des années, quoi. Tu sais, c'est comme une recette de grand-mère, c'était évident pour tout le monde, et puis un jour, bah ta grand-mère elle te l'a pas dit, et bah ah merde, t'es dans la merde, bah ils ont essayé de se demander comment est-ce qu'on faisait un bon Zelda. Et toutes les années, ils s'y arrivaient plus. Une de leurs erreurs, ça a été une infantilisation du public, plus ou moins, ou alors ils avaient oublié comment on faisait pour directement mettre le joueur dans le bain, en fait. Et t'as pas besoin de 5 heures de tuto et tout. Enfin, t'as aussi juste lui donner les bons guides, quoi. T'as aussi le fait que entre-temps le jeu vidéo en lui-même a énormément changé, c'est-à-dire que tu prends entre Link to the Past et les Zelda suivants, enfin les codes global du jeu vidéo avait beaucoup évolué, et t'avais aussi la volonté de s'inscrire dans une certaine un certain aspect contemporain, tu vois, c'est histoire de, parce que justement les jeux la chute du jeu arcade, des choses comme ça, des jeux immédiats se faisait de plus en plus, et justement les jeux avaient tendance à être beaucoup plus narratifs plus complexes et compagnie. Au niveau prise en main. Donc voilà, donc du coup voilà, enfin je pense aussi il y a cette volonté là, c'est-à-dire de coller quand même de rester dans l'esprit Zelda, mais d'essayer de coller aux attentes et aux désirs d'un public qui a évolué aussi, et il y a des épisodes qui le faisaient très bien, puis mais effectivement d'autres qui le faisaient beaucoup moins bien. Puis ça va de pair avec la disparition de la notice aussi, qui se sont dit plus personne ne lit les notices, donc maintenant on est obligé de faire un tuto dans le jeu, mais honnêtement, le premier Zelda, tu peux t'y coller sans lire la notice. Tu comprends direct ce qu'il faut que tu fasses. Ah bah non, sinon tu sais pas quelle est la puissance de l'Ashmorph. Effectivement, je m'incline. Et on a parlé de nos meilleurs Zelda. Il y a juste un tout petit mot que je voulais rajouter sur peut-être le pas aimé ou le moins aimé, et à tort. J'adore Adventures of Link, Zelda 2. Ah, j'aime beaucoup Adventure of Link aussi, hein. Y a pas de... Et c'est un peu, c'est un peu le Dark Souls de Zelda, si on y pense. C'est vraiment la version ultimement difficile. Je pense que c'est le plus difficile de toute la série. Ouais. Et je sur trouve la fin, tellement il est vraiment abusé, tellement il est dur. Je le trouve tellement en avance sur son temps de la manière dont ils ont essayé de retenter quelque chose de complètement différent. Rien ne les obligeait à faire un autre jeu. Et là, ils se sont dit, allez, bas les steaks, on fait quelque chose de complètement différent. Je trouve ça incroyable que Nintendo à l'époque ait fait ça. Mais c'est marrant que tu dis ça, parce qu'il faut quand même savoir que A Link to the Past, au départ, l'idée de départ, c'était pas du tout le jeu qu'on a eu, en fait. A Link to the Past, au début, ils voulaient faire un jeu futuriste avec tenter d'autres choses, etc. Puis finalement, ils ont pris la décision en disant, bon, bah, on a commencé avec une épée et un elfe, bon, on va continuer avec une épée et un elfe. Bah, c'est... Mais l'idée qu'ils avaient, c'était peut-être plutôt faire une espèce d'anthologie du jeu d'aventure ou du action RPG selon les optiques, mais voilà, ils voulaient faire partir sur un truc radicalement différent, puis en cours de route, voilà, ils ont changé d'avis pour reprendre une formule qui rappelait plus ce qu'attendaient, entre guillemets, les gens quand ils voyaient le nom Zelda en tant que licence. Bah papa, puisque c'est toi qui parles, et c'est un peu l'ordre... J'ai tiré au dé, hein, l'ordre quel est ton plus mauvais souvenir de Zelda, du coup? Alors, mon plus mauvais souvenir de Zelda, ça a été compliqué à choisir, mais j'ai décidé de prendre vraiment un épisode qui non seulement j'ai pas aimé, qui en plus j'estime vraiment mauvais. Ce n'est autre que The Legend of Zelda Spirit Tracks, sorti sur DS. Et déjà, il y a un truc qui me casse les couilles dans ce jeu-là de base. C'est justement le côté, les mecs, on sait pas quoi faire avec Zelda. Du coup, bah, on a fait Zelda avec un bateau, maintenant on va faire Zelda avec un train, la prochaine fois c'est Zelda sur un monocycle. Enfin voilà. Déjà, de base, c'est un truc qui tu comprenais pas trop la justification, et une fois en jeu, justement cette idée, parce que voilà, c'est Zelda avec un train, cette idée du train, c'est ce qui pète tout le jeu. Parce que c'est chiant, parce que c'est rébarbatif, parce que t'as des espèces de mini-jeux avec
le stylet sur l'écran de la DS, c'est casse-couille la moitié du temps, ça fait pas ce que tu veux, parce que voilà, enfin c'est vraiment un jeu qui sait pas ce qu'il voulait faire, qui essayait de vendre un truc avec un concept, mais ils ont pas bien bossé. Enfin ils ont essayé en fait de reprendre ce qu'avait fait Phantom Hourglass, mais décliné. Voilà, on remplace l'océan par des plaines avec des rails. Donc t'as même plus ce côté l'océan pour toi, t'es cantonné sur tes rails à la con là, et c'est un jeu qui est super chiant et vraiment super pénible à jouer quoi. Bah, surtout, ils sont partis. C'est quand même une licence dont l'attrait c'est l'exploration et l'aventure, et ils l'ont mis sur rail littéralement. C'est quand même ahurissant une décision pareille. Et écoute, moi c'était aussi le jeu que j'avais choisi, mais comme tu as décidé de t'attaquer. Vous savez que celui-là, je l'ai boycotté moi, Spirit Tracks. C'est le seul épisode de Zelda que j'ai abandonné avant la fin. C'est le seul. Tous les autres je les ai terminés. Enfin tous ceux que j'ai commencé je les ai terminés. Celui-là j'ai abandonné, je ne pouvais plus parce que ce que t'as dit c'est complètement vrai. Les rails déjà c'est une aberration. Le jeu au stylet qui était déjà un gimmick pénible du premier de Phantom Hourglass et de retour. Alors, ce qui est déjà chiant, c'est que quand tu diriges ton personnage au stylet, déjà, t'as ta main qui est devant l'écran la majeure partie du temps, donc la majeure partie du temps, tu vois pas une certaine partie de l'écran, ce qui est déjà casse-couille. Et heureusement, et nous, on a des belles mains, donc imagine les autres. les gens qui ont des paluches moches. Non, mais en plus, les passages en train, non seulement tu orientes, parce que t'as un canon sur ton train, parce que des fois des monstres t'attaquent, mais tu orientes la caméra et le canon simultanément avec ton stylet. C'est proche de l'injouable. C'est épouvantablement nul. Oui, puis comme dit, tu te crispes en fait sur ton stylet, ton écran pour essayer de faire une action qui devrait être simple ou en tout cas intuitive, au minimum intuitive, voilà. Et là c'est pas du tout le cas, et du coup t'as plus qu'une envie, c'est plus remonter dans ce foutu train. Mais comme tout le jeu il est articulé autour de l'argument du train, oui, au bout d'un moment t'as plus envie d'y jouer tout court quoi. Complètement. Et ils avaient repris ce gimmick qui était déjà dans Phantom Hourglass, qui était déjà bien mauvais, d'avoir une espèce de donjon central dans lequel tu retournes régulièrement. Alors, au moins dans celui-là, il t'imposait pas de te refaire les étages que tu avais déjà fait, parce que dans Phantom Hourglass, fallait se les refaire. Ouais, oui, c'est vrai, putain. Okay, non, mais refaire ça dans Spirit Tracks, c'était pas bon non plus, quoi. Donc, la jouabilité était pourrie, le train c'était pourri, niveau graphisme, ça allait parce qu'ils avaient repris le côté cartoon qui fonctionnait dans Wind Waker et qui avait fonctionné aussi dans Phantom Hourglass, mais putain, c'était injouable et pas drôle à jouer, donc tu m'étonnes que voilà, c'est juste pas possible. Maintenant que t'as cassé un autre jeu, c'est quoi ton pire Zelda, Benjamin? Alors mon pire Zelda, Zelda, c'était Spirit Tracks, mais les gens qui me suivent sur Twitter savent qu'en ce moment je suis en train de m'infliger Skyward Sword, et je n'exagère pas sur le mot infliger. Je veux juste dire un truc sur ta personnalité. Oh là là, attention, on fait des attaques personnelles. Non, attention, non, pas du tout. Non, au contraire, c'est plutôt un truc sociologique et qu'il faut expliquer aux auditeurs Il n'y a pas d'emploi fictif chez monsieur Benjamin François. Nous tenons à l'affirmer ici. C'est que quand tu fais les choses, tu vas jusqu'au bout et tu te dis, là, je vais faire la série des Zelda, et tu fais tous les Zelda. Tu vas faire Zelda CDI, Je t'ai promis que je les ferai. Je ferai les Zelda CDI. Oui, c'est vrai, mais regarde, Spirit Tracks, c'était tellement pas possible que j'ai fini par l'abandonner. Peut-être que je m'y recollerai un jour, mais je pense pas. Benjamin, non, mais il faut arrêter, faut rationaliser son temps. Peut-être. Mais c'est pour essayer de me consoler de ne pas trouver de Switch aux États-Unis vu qu'elle est en rupture de stock que je me fais Skyward Sword en ce moment, c'est pour essayer de tempérer un peu. Donc Skyward Sword. Que dire? Déjà, ça part d'une très mauvaise idée qui est le motion gaming, que je déteste viscéralement. Ouais. Pour moi, c'est vraiment l'idée la plus con de l'histoire du jeu vidéo. Moi aussi. Nintendo a vendu des millions de consoles avec cette merde et ça me déprime. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas joué à Skyward Sword. C'est que c'était marqué Wii Motion Plus obligatoire. Enfin, voilà, je peux pas bien jouer. C'est hors de question que je m'inflige. Le Wii Motion Plus, c'est le RAM pack de la Wii, si tu veux. C'est le truc que t'achètes pour un jeu et qui te servira plus jamais horrible, ailleurs. Le Wii Motion Plus d'ailleurs, avec lequel on te vendait le 1-1, tu sais, tu fais le mouvement et il fait exactement la même chose à l'écran. C'est pas vrai. Même avec un Wii Motion Plus, ça arrive régulièrement que la Wiimote décroche si tu fais un mouvement un peu trop rapide. Il y a même une touche pour que tu la recentres, si tu veux. C'est pour te dire, quoi. Donc régulièrement, tu vas recentrer ton curseur à l'écran parce que c'est juste... Mais la Wiimote, c'est la pire idée de l'histoire du jeu vidéo. C'est vraiment de la merde. Et avec le Wii Motion Plus, pareil. Donc Skyward Sword, bon, il y a le motion gaming, ce qui est déjà Benjamin, il y a des jeux sur lesquels je trouve que la Wiimote c'était une bonne idée. Non. Ce blanc, ça signifie non, mais je trouve que le Trauma Center Wii, je trouve génial. Je le trouve vraiment super. Non. Ok. Donc je reprends,
Non, mais je suis d'accord, moi c'est la pire idée du gaming qui ait jamais eu lieu, quoi. Le motion gaming, c'était un vieux fantasme. Si encore elle était fantasmes. super non, mais ce que je veux dire, mais c'est le que truc, c'est que la Wiimote, c'est de la grosse merde. C'est les mecs, précision chronique. Je suis désolé d'avoir des opinions qui dérangent. Je suis désolé. Des opinions qui dérangent. Attends, le Je mec, suis désolé. l'opinion qui dérange, il parle de la console la plus vendue au monde. Qu'est-ce qu'il Je suis le mec, il est anti-système alors qu'il. Je suis le gamer anti-système. Non, plus sérieux, monsieur Fillon, ça suffit. Non, plus sérieusement, le motion gaming, c'est de la merde, mais parfois, par miracle, ça peut être rigolo. Ouais, mais oui, non, mais ça peut être rigolo. Si encore c'était précis, si tu veux, je veux bien, mais le problème, c'est que la Wiimote, c'est de la derme, technologiquement, c'est épouvantable. Et le Trauma Center, je sais pas quelle qualité a le jeu, mais il serait 1000 fois meilleur avec un PlayStation Move. Il a pas l'air d'accord. Sans doute, mais je veux dire, c'est la même chose. Le problème, c'est que la Wiimote, non, la Wiimote, technologiquement, elle est nulle à chier, le PlayStation oui, Move. Oui, d'accord. Et sans parler des piles. Oui, alors putain, les piles. Bah, on peut parler des piles si tu veux, parce que ça va m'amener au peut-être le truc le plus pénible possible dans Skyward Sword. Parce que le motion gaming, c'est déjà catastrophique, mais ils ont réussi à trouver pire, à trouver encore plus énervant. Il y avait des gens qui se plaignaient de Navi dans Ocarina of Time, et dans Skyward Sword, on a une épée qui parle. Elle s'appelle Fi, ou Faye, et elle est archi casse-couille. Et là, pour le coup, elle te prend par la main du début à la fin du jeu, et c'est horrible. C'est horrible. Elle passe son temps à te rappeler des trucs, à te réexpliquer des trucs qu'elle t'a déjà expliqué 10 fois. T'as l'impression que, enfin, en gros, tu sens qu'ils visaient le public oui, donc un public de gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo, et ils se sont dit, il faut qu'on leur explique tout. Et il n'y a aucun moyen de désactiver cette saloperie, et c'est insupportable. Elle parle sans arrêt. Genre, exemple simple, la Wiimote et les piles. Quand tu arrives un petit peu à tes batteries, tes piles deviennent un petit peu faibles, t'as un petit logo batterie qui clignote en bas à droite de l'écran. Faut savoir que j'ai encore réussi à jouer pendant au moins 5 heures avec le logo qui clignote avec les batteries en rouge en bas, tu vois. Moi, je me suis dit, non, je m'arrête pas tant que les piles sont pas complètement mortes. Donc je Principe de précaution, monsieur François. Voilà. Principe de précaution. Mais ça, à la limite, pourquoi pas. Sauf que, en même temps, il y avait cette putain d'épée qui m'affichait une indication à l'écran avec un bruit, un bruit, enfin, un truc, un effet sonore, tu vois, qui dit, oui, genre, je veux te parler. Et je savais que si je lui demandais ce qu'elle voulait me dire, elle allait me parler des piles. Et ça ne loupait pas à chaque fois. Elle était là genre, les batteries dans votre Wiimote sont assez basses. Je fais, mais connasse! En fait, c'est un GPS, ton truc. J'ai déjà un truc clignotant en bas en rouge qui me l'indique. Et elle fait ça pour tout. Genre, quand tu perds un peu trop de vie, t'as déjà le bip bip caractéristique des Zelda, qui est là depuis le premier. Mais là, en plus, son personnage, il clignote en rouge. Oui, voilà, donc, Et en plus, elle vient te le dire. Et en plus, elle te fait, hey. Et là, tu fais, ok, qu'est-ce que tu me veux? Votre vie est vachement basse. Mais putain, quoi. C'est insupportable. Elle te parle pour tout et n'importe quoi. Et si ça vous a déjà saoulé dans Twilight Princess, qu'à chaque fois que vous rechargiez votre partie, on vous réexplique combien ça valait un rubis rouge, et bah dans Skyward Sword, ça vous le fait pour tous les objets collectibles, et il y en a une 30aine. C'est affreux. À chaque fois que tu redémarres une partie, tu récupères un des trucs collectibles, c'est « Ah, ce machin-là, c'est ça. Mais putain, quoi. Foutez-moi la paix. Et ce qui est dingue, c'est que t'as le choix entre affichage noob, affichage intermédiaire et affichage pro. Et même en affichage pro, tous ces machins-là, tu ne peux pas y couper. C'est pire qu'un Assassin's Creed où on continue à t'indiquer sur lesquelles touches il faut appuyer pour grimper au bout de 30 heures de jeu. Là, t'as une indication qui clignote avec un bruit pour te... Hey, mec, je vais te redire un truc que t'as déjà entendu 15 fois. C'est pas possible. Skyward Sword, c'est une purge, proche de l'injouable à cause du motion gaming. Tu meurs à cause des contrôles qui ne répondent pas. C'est ça qui est vraiment insupportable. Et c'est dommage parce que il y a quelques bonnes idées qui surnagent au milieu de cet océan de caca. Mais c'est juste pas possible. Le jeu, il est en ligne droite, il est d'une linéarité absolue. Je veux dire, c'est le reproche que je faisais au Ocarina of Time, mais Ocarina of Time, c'est un open world à côté, tellement celui-là, il est en ligne droite. En fait, c'est le FF13 de Zelda, quoi. Alors, j'ai pas joué à FF15, faut dire FF15. Ah bah, non, mais j'ai pas osé jouer à FF15. J'ai pas joué au 15 non plus, je me garderai bien. Mais voilà, Skyward Sword, c'est vraiment pas possible. Et dire que ce truc a eu 10 sur 10 dans plein de publications, je me dis, mais les mecs, ils ont fumé. Ils ont regardé le nom sur la boîte? J'en ai fait 1h30. J'ai fait 1h30 de ce truc, et au bout d'1h30, j'ai pas commencé à faire ce que j'appelle du Zelda shit, quoi. C'est-à-dire parce que t'es pas me sorti balader du village. me balader dans une prairie, frapper des buissons. Mais déjà, il faut 3 heures pour sortir du village, déjà. Je te le dis tout net. Et voilà. J'en étais à 1h30, et si tu veux, déjà, la dernière fois qu'un jeu m'a fait le coup à être chiant comme ça au début et avant de balancer. Twilight Princess, non? Non, c'était Kingdom Hearts. Ah, c'était Kingdom Hearts 2. Non, parce que non, mais dans les Zelda, le début de Twilight Princess, c'est un de mes pires moments
enfin c'est infernal quoi. Ah bah, tu vois pas, dis-toi tu que vois Skyward pas Sword le c'est bout. pire. Tu vois pas le bout, et en plus tu vois même pas où ça te mène. Enfin c'est imbuvable. C'est vraiment imbuvable quoi. Les puristes de Zelda, je sais pas si on peut se considérer comme puristes de Zelda, on est amateurs de Zelda, mais ceux qui ont vraiment tout fait et au moment de sortie, et ceux qui vraiment genre c'est des mordus de ça, te diront que Skyward Sword, ce qui est pas mal, c'est les donjons en général. Je ne peux prendre cette affirmation que genre sur le. Bah écoute, est-ce que c'est des gens qui jouent à autre chose qu'à Zelda déjà? Alors, je sais pas. Non, mais il paraît qu'ils sont vraiment bien les alors, donjons écoute, de Skyward Sword. pour l'instant, là où j'en quelque suis, chose que je ne saurais jamais, sauf s'ils font un remake du jeu en enlevant tous les PNJ. Moi, c'est ok. Là, j'y joue. S'il y a que, on va direct au donjon. Pour l'instant, là où j'en suis, je peux te parler des 3 premiers donjons. Le premier est ridiculement petit, tu le torches en 1 heure. Non, mais c'est le deuxième est une premier ligne droite. donjon, c'est normal. Non, mais le deuxième est une ligne droite. Le troisième est très intéressant, ne serait-ce qu'à cause de l'objet qu'on récupère dedans, qui est une bonne idée, qui fonctionne, qui fait partie des rares bonnes idées qui surnagent, tu vois. Mais avant d'entrer dans un donjon, il faut savoir que déjà tu te fades, parce que c'est hyper compartimenté. C'est ça qui est complètement fou, c'est que t'as une espèce de monde général. En fait, dans Wind Waker, t'avais déjà ce monde général qui était l'océan, et tu te baladais, t'allais d'île en île, et tu découvrais des trucs. Ben là, t'as une espèce de monde, de map globale, qui est le ciel, qui est d'un vide absolu, où il y a rien à faire, où de temps comme en temps l'océan de Wind Waker. Hein. Ah non mais pire, parce que l'océan de Wind Waker, Pire, de temps en temps t'avais un trésor à récupérer, de temps en temps t'avais un monstre qui t'attaquait. Là, une fois toutes les 3 heures, tu croisais un bateau, ouais. Voilà, là dans le ciel, de temps en temps t'as une tornade, et de temps en temps il y a une petite île sur laquelle il faut que tu t'arrêtes parce qu'avec un peu de chance il y a un truc dessus, mais les trucs dessus il faut les débloquer aussi, donc c'est chiant. Mais là, tu vas de compartiment en compartiment, et donc tu vas dans le coin de la forêt, tu vas dans le coin de la montagne, tu vas dans le coin du désert, et ces trucs sont mais vraiment des espaces archi fermé, où derrière t'as une ligne droite, un tracé très clair à suivre pour arriver jusqu'à un espèce d'endroit qui est un peu ouvert, où là il faut récupérer des objets pour ouvrir la porte du donjon. Déjà tu t'es tellement fait chier à taper la ligne droite qu'une fois que t'arrives, maintenant faut que tu récupères 5 objets éparpillés un peu partout en suivant un putain de radar que t'indique ton épée. Donc en fait tu actives le truc, là ça te dit c'est par là, donc tu suis, après avoir suivi une ligne droite, tu suis un radar. Mais où est l'exploration quoi? Enfin c'est une catastrophe. Vraiment, c'est incompréhensible. Les mecs, ils ont enlevé tout ce qui fait le charme de Zelda, en gros. Voilà. Bon, je vais arrêter parce que Skyward Sword, ça m'énerve. Mais je suis d'accord que le 3e donjon est bien. Mais là, si tu veux, on m'a demandé de retourner au premier donjon. Donc là, ça commence à me faire peur. Genre, attends, faut que je me retape un donjon que je me suis déjà tapé. C'est quoi le bail? Donc j'en parlerai sur Twitter, je pense, quand j'en saurai plus. Avant que on passe au Zelda que je n'aime pas, juste comme ça, une question à dépoter. Papa, quel est ton donjon préféré de Zelda? Comme ça, tac. Donjon préféré de Zelda, j'aurais dit le donjon de, comment il s'appelle, le donjon de la flotte dans Link to the Past. Tu sais quoi, moi j'allais dire le donjon de la flotte, mais dans Ocarina of Time. Ouais, mais je le trouve tellement bien. Il est très très bien dans Ocarina of Time, mais en fait moi je me rappelle à l'époque quand j'avais fait Link to the Past, le donjon de Link to the Past, il m'avait tellement scotché, et voilà, ça m'avait tellement marqué que du coup, tu vois, c'est en termes de donjon, c'est peut-être celui-là qui me reste aujourd'hui, quoi. Et toi, Quix? C'est difficile à choisir parce que je suis très fan de à peu près tous les donjons de Link to the Past, mais je vais rester dans l'eau, le donjon de la flotte de Twilight Princess. Ah ouais. Oui, parce que pour moi... Oh putain, ça, le game... je l'ai refait dernièrement, et honnêtement, ce donjon, et j'avoue... Oh là, je vais faire un erratum tout de suite. Les puristes dont je parlais tout à l'heure, ils me disaient que c'est Twilight Princess, les donjons de Twilight Princess qui sont super. Je sais pas, j'ai entendu du bien des donjons Skyward Sword aussi, et je suis pas d'accord sur les 2 premiers, mais Twilight Princess, je peux pas savoir, vraiment... Twilight Princess, c'est celui que j'ai abandonné parce que autant les donjons avaient l'air sympas, autant l'open world était, enfin le monde dehors était horrible. L'open world est bizarre, surtout la nuit, où il y a vraiment cette ambiance vraiment crépusculaire, très arbre, qui donne pas envie d'explorer en fait. Et j'avais Okami en même temps, si tu veux. Ça va, quoi. Non, mais donjons... c'est comme Daniel, j'avais aussi abandonné. Enfin, pour les mêmes raisons, au bout d'un moment, ça me saoulait, quoi. Ça me parlait pas. Ça ne me parlait plus. Je l'ai refait il y a quelques semaines, donc. Et moi, sur les donjons, j'ai toujours eu un problème avec les derniers. J'aime pas du tout le château d'Hyrule à la fin, et j'aime pas le donjon du crépuscule, qui est une putain de ligne droite, ce que je reproche à Skyward Sword. Mais sinon, le donjon de l'eau, vraiment, dans Twilight Princess, pour moi, est un chef-d'œuvre de game design.
avec une utilisation très intelligente de l'eau, dans la droite lignée de l'utilisation de la flotte dans Ocarina of Time. Donc je l'aime d'amour. Et donc mon Zelda qui est un peu ma déception, et c'est le moment où j'ai senti que Zelda n'était plus pour moi. Et je le dis un peu avec regret parce que je sais que c'est un Zelda qui est très aimé des gens. Je l'avais dit sur la Gaijin Dash quand on avait fait l'émission. Et en plus, à chaque fois que je le dis, on me dit, il y a des bébés pandas qui meurent, à chaque fois que tu dis ça. Et je déteste Majora's Mask. Et j'ai essayé d'y jouer 3 fois. 3 fois, j'ai fait plusieurs fois, plusieurs manières de le faire. J'ai réessayé sur 3DS. J'ai essayé avec une Solus à l'époque sur N64. Je me suis dit, peut-être que je suis pas organisé. Faut que je me fasse un calepin et tout ça. Et en fait, pourquoi? C'est que il met en exergue les trucs que j'aime le moins dans Ocarina. Et c'est-à-dire tout l'univers, en fait. Et en fait, je joue à Zelda. Pourquoi je vous posais la question sur les donjons? C'est que je joue à Zelda avant tout pour du casse-tête. J'aime le puzzle. J'aime le truc de logique. J'aime le moment où, tout d'un coup, tu augmentes le niveau de l'eau du donjon et tout d'un coup, tu vas aller dans la salle cachée et tu vas faire, oh putain, j'ai galéré 30 minutes là-dessus et là, tout d'un coup, t'es trop heureux de trouver. C'est ça que j'aime dans Zelda. J'aime la sensation de puzzle. C'est pour ça qu'en fait, tu dis parler d'un jeu SF, papa, ça me poserait pas de problème si c'est la même mécanique, en fait. Ah oui, mais bien sûr, mais moi aussi. Et mais Zelda, Link ne m'intéresse pas en tant que personnage, et ce qu'il a raconté ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, à ce propos, façon, est-ce que Link a déjà été un personnage intéressant? Je pense pas. Alors, j'y viens, c'est que Shigeru Miyamoto lui-même disait, vous savez, nos personnages, l'important c'est les jeux. Et il était, honnêtement, quand on l'interrogeait à cette époque-là, maintenant ils essaient d'en jouer, mais il disait, je suis surpris du succès de nos personnages parce qu'on les a pas fait spécialement pour être charismatique. Oui, Link est même pas censé avoir de personnalité. Link ne parle pas. Link, attends, de par son nom, Link, il est là pour faire le lien entre le joueur et l'univers, quoi. Mais c'est ça. Son nom est purement abstrait, effectivement. C'est une abstraction, Link, en théorie. C'est pour ça qu'il parle pas. C'est pour ça que tous les PNJ lui confient des trucs et que lui, il est chargé d'exécuter. Mais effectivement, c'était pas le but à la base, quoi. Et du coup, Majora's Mask, c'est tout l'inverse. C'est PNJ World, c'est la PNJ Fest. C'est plein de personnages dont j'ai absolument rien à foutre. Et il faut que je m'intéresse à leur vie comme si c'était Shenmue et que le temps s'est arrêté, quoi. Tout d'un coup, et pour entrer dans un donjon, il faut que je suive un gars, il faut que je rentre dans sa boutique à telle heure, il faut que je fasse et c'était vraiment. Et il fallait que je leur parle surtout. Et il fallait que je lise les conneries qu'ils me disent. Et ça n'a jamais été très bien écrit. Surtout à cette époque-là, et j'ai trouvé pas très... Enfin, c'est pas des jeux de dialogue. C'est des jeux où les gens, comme tu disais, tu es une abstraction, les gens te parlent spontanément. Il n'y a pas de dialogue, en fait, dans Zelda. Et du coup, c'est vraiment le jeu que j'aurais adoré aimer. Et il m'est toujours tombé des mains. Et je trouve que tous les mauvais Zelda qui ont découlé... des années qui ont suivi, c'est parce ils essayaient de trouver un twist et en même temps ils foutaient plein de PNJ. Est-ce que c'est pas parce que c'est Aonuma aux manettes en fait à partir de Majora et que c'est juste ce que lui fait que t'aimes pas en fait? Peut-être. Il y a des chances et on y reviendra quand on va parler de Bref. Mais c'est vrai que la Aonuma School de Zelda, c'était pas du tout ma came. C'était des trucs qui essayent de narrer des histoires, il y avait des concepts, et moi c'est pas du tout, j'en ai rien à foutre des concepts, moi je veux faire des donjons, je veux faire des casse-têtes, je veux être ébloui par la logique du jeu. C'est ça qui m'intéresse dans Zelda. Et là, il fallait que je lise les conneries que me racontent tous ces putains de PNJ, et déjà Ocarina y allait, et en fait, c'est vers ce moment-là que tous les fans hardcore de Zelda américains se sont mis à dire, ah non, mais attendez, il faut une timeline officielle. Et là, on m'a perdu. Vraiment d'une connerie absolue. Et là, on m'a perdu. C'est le moment. Pour moi, Zelda, c'est toujours le début d'une même histoire. C'est Link se réveille et quelque part et il doit vaincre le mal. Tu vois, c'est vraiment, c'est le template de l'histoire Heroic Fantasy. Les États-Unis étant le marché où Zelda marche le mieux, c'est malheureusement, ils sont un peu écoutés malheureusement. Ils devraient pas, mais. Non mais globalement justement ce qui fait la force, c'est que tu peux jouer un Zelda pour ce qu'il est. Voilà, tu prends un épisode de Zelda, tu prends l'épisode que tu veux par son approche, et t'as pas besoin, enfin c'est comme les Final Fantasy, tu vois, tu t'en fous d'avoir une timeline officielle, vraiment c'est en plus tu vois que c'est pas fait pour, enfin je veux dire, c'est pas t'as pas besoin de ce genre de truc, et oui, tout à fait, et du coup ils ont fait des timelines officielles avec
avec un monde dans lequel Link gagne, mais finalement le monde est perdu. Ils ont fait plusieurs timelines parce qu'ils peuvent pas en faire qu'une, donc ils ont fait des branches. Enfin, c'est d'une connerie, d'un inintérêt. Et pour moi, c'est Majora's Mask qui est vraiment cristallisé ce moment où tout d'un coup, on fout des PNJ, on réfléchit en termes de timeline, on réfléchit en termes d'univers, et on rajoute d'autres races, en plus des auras, en plus des mecs cailloux, en plus de tout ça. Alors, les Gorons, c'est pas nouveau, hein, c'était dans Ocarina of Time. Oui, c'était dans Ocarina, mais ce que je vous ai dit, c'est que Majora reprenait déjà des trucs qui m'agaçaient dans... D'accord. Ouais, Majora a quasiment rien réinventé. Ils ont repris, de toute façon, tous les assets viennent d'Ocarina. Donc, Et ils ont rajouté des personnages à la con et j'en pouvais plus. Et je sais que c'est un épisode vraiment adoré, quoi, par plein de gens. Parce qu'ils aiment bien, l'ambiance crépusculaire. Non, mais toi, tu ne fais plus partie d'After. Non, mais tu sais, Daniel, moi, j'entends tout ce que tu dis et je comprends tout à fait que tu n'es pas accroché. Et je peux te confirmer que c'est pas la peine que tu réessayes Skyward Sword parce que c'est tout ça, mais en démultiplié. Genre, dans Skyward Sword, il y a des dialogues où on te demande de donner une réponse. T'as le choix entre des réponses multiples. Ça a quasiment aucune influence sur la suite. Hein, on n'est pas dans un Telltale. Enfin, déjà dans un Telltale, c'est limite l'influence. Oui, ce que je veux dire, déjà dans un Telltale, c'est une illusion d'influence. Hein, mais là, c'est encore pire. On essaie de faire dialoguer un personnage qui, par essence, ne parle pas. Il y a un passage surréaliste où t'as Link qui retrouve, alors je veux pas spoiler, mais qui retrouve un autre personnage, et tu sens que Link doit lui expliquer ce qui vient de se passer, et au moment où il commence à ouvrir la bouche, t'as un fondu au noir, genre hop, en fait, on va pas le faire parler quand même. Mais tu te dis, mais c'est d'une stupidité complète ce passage, mais oui, tout ce que tu reproches à Majora's Mask, c'est démultiplié dans Skyward, donc ne t'y remets pas. Moi, Majora's Mask, je vais un petit peu le défendre parce que je l'aime beaucoup. Effectivement, ce que j'aime, c'est cette ambiance crépusculaire, c'est ce côté désespéré, avec cette lune, avec cette gueule incroyable, avec cette fin du monde et ce timing inexorable où tu sais que tout le monde va crever. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi la prise de risque que ça représentait à l'époque parce que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé justement cette formule un peu différente et pour les mêmes raisons que des gens n'ont pas aimé, par exemple, je pense que Adventure of Link, qui était une prise de risque par rapport au premier. Je pense que le même jeu, mais sans plein de PNJ et avec la même mécanique, mais en retirant toutes les conneries que t'es obligé de faire, serait beaucoup plus intéressant en fait. C'est possible. Moi, j'ai pas été dérangé par le côté la petite vie des personnages parce que, si tu veux, moi, j'ai jamais joué à Shenmue, donc le fait d'avoir des gens qui avaient des horaires précis pour faire des trucs, je trouvais que ça apportait vraiment une nouveauté, quoi. Je trouvais ça cool. En fait, enfin, je pense, d'ailleurs, c'était avant Shenmue en plus. C'est un jeu que je déteste pas, mais pour lequel j'ai quand même quelques problèmes, et je suis d'accord avec Daniel dans le sens où justement tout ce lore qui vient se rajouter par-dessus, c'est sympa la première fois que tu le fais, mais comme tout le concept du jeu c'est que tu crèves et que tu dois revenir pour trouver effectivement comment faire les actions à tel moment, etc., pour réussir peut-être éventuellement à sauver le monde. Quand tu le refais, au bout d'un moment, c'est quand t'es obligé de repasser à certains trucs que t'as déjà fait, que t'as déjà compris, que tu dois te le retaper, et que justement tu rentres dans une dynamique qui fait que ralentir, alors que justement tu devrais avoir un sentiment d'urgence et que ça fait que te ralentir. Ouais, ça a tendance vraiment à te taper sur le système sur la longueur, quoi. Est-ce que c'est pas pire que dans Shenmue où on te dit d'aller te coucher à 23h alors que t'es en train de chercher ton père? Oui, mais Shenmue c'est pas la même optique, parce que Shenmue t'es dans une optique de vie de tous les jours. T'as pas le côté pressant. Y a pas le côté fin du monde, ouais. T'as pas le côté pressant. Et là, en fait, au bout d'un moment, c'est que, au lieu que finalement les choses se dynamisent au fur et à mesure, t'as une espèce de ventre mou avant d'arriver finalement à trouver le bon cheminement, où là, ça redevient vraiment épique parce que justement t'es pressé par le temps, mais t'as une espèce de ventre mou qui se crée à cause de cette surcharge, en fait. Et est-ce que vous avez pas kiffé, c'était quand même un des premiers simulateurs de stalking? Non, parce que les gens, il a dû kiffer, c'est son trip. J'ai déjà joué à Shenmue avant, et Shenmue. Mais comment t'as joué à Shenmue avant? Il est sorti après. Non, il est sorti avant. Ah bah non, 99 la Dreamcast. Comment tu veux que... Non, mais Shenmue, il est sorti. Majora's Mask, c'est 2000. Hein. Majora's Mask, c'est sorti en 2000 et Shenmue, c'est sorti avant. Et non, il est sorti en 99. T'as raison. Ouais, t'es sorti en décembre 99. Et Shenmue, c'est Majora's Mask qui est sorti plus tard que j'aurais cru. Autant pour moi. C'est bien ce que je pensais. Donc Shenmue est sorti avant. Ouais. Non, c'est parce que tu te réfères à Shenmue en version française, ouais, peut-être. Ah, peut-être. Tu as raison. D'accord. Et d'ailleurs, en plus, pour moi, ce Zelda, en plus, c'est un peu maudit parce qu'il est sorti. Enfin, c'est une période assez chargée. Il y avait FF9 à l'époque. Il y avait Dragon Quest 7 et du coup, il fallait un RAM pack. Et j'avais pas envie de me prendre le chou. Et là, tout à coup, on m'offrait un jeu avec des PNJ tout pourris. Et est-ce que ça serait
je crois que c'est le Zelda qui a été retardé en plus parce que finalement ils étaient occupés à développer des Pokémon Snap et des trucs comme ça à la place parce qu'ils avaient été surpris par le succès de Pokémon. Mais ils ont bien fait parce que Pokémon Snap est super. Ça, Pokémon Snap, je préfère Pokémon Snap à Majora's Mask. Non. Il y a beaucoup de blanc dans cette émission quand même. Hein. Beaucoup de silence et de non dans cette émission. Ouais, écoutez, c'est pas grave, je suis pas là pour dire ce que les gens, ce que vous voulez entendre. Moi, j'ai envie d'entendre le meilleur souvenir de papa, tout épisode confondu. Le truc préféré de toute la série. Le meilleur souvenir, tout épisode confondu. Eh ben écoute, c'est peut-être le moment où dans Ocarina of Time, où quand adulte tu découvres la dernière épée quoi. Il y a le côté genre allez c'est parti, on va y aller puis on va latter du Ganon et compagnie quoi. Alors attends, tu parles pas de la longue épée qui est la suite de tout un tas de fetch quest que tu récupères à la toute fin que tu dois tenir à deux mains. Tu parles pas de celle-là? Non, c'est pas celle-là. Non, l'épée là, je sais plus comment elle s'appelle. La Master Sword? Ouais, la Master Sword, ouais. D'accord. Voilà, il y a l'épée longue aussi, mais. Oui, non, la Master Sword parce qu'effectivement, oui, tu sais, t'as ce côté emblématique. Voilà, tu sais que c'est le moment de basculement, en fait. Enfin. Bah, c'est le moment voilà où t'arrives dans le dernier tiers et tu dis c'est bon on va aller. Ouais, c'est bon là cette fois-ci je vais y aller et comme dit comme t'étais dans cette espèce de monde complètement mélancolique et que tu sens que enfin tu vas pouvoir peser de tout ton poids dans cette histoire, c'est un moment qui est assez fort. Ce qui est marrant c'est que ça ressemble beaucoup à mon meilleur souvenir à moi parce que mon meilleur souvenir à moi c'est dans Link to the Past qui est un jeu qui m'avait déçu à l'époque quand il est sorti parce que je l'ai fini très vite. Puisque comme j'ai dit plus tôt, j'ai mis 6 mois à finir le premier Legend of Zelda et Link to the Past en quelques semaines c'était torché parce que les donjons étaient indiqués sur la carte, ce qui pour moi était une hérésie à l'époque. Il y a beaucoup de trucs qui étaient des hérésies pour moi pour quand j'étais gamin. Et le fait qu'on t'indique où étaient les donjons, j'étais là genre mais pourquoi? Mais je voulais chercher moi. Mais un truc que j'ai adoré dans Link to the Past. T'étais fan de Korn, alors finalement l'hérésie et toi ça vous fait de bon ménage parfois. Oh tu sais, j'assume complètement d'avoir aimé les premiers albums de Korn. J'ai aucun problème avec ça. Les derniers par contre j'assumerais beaucoup moins, mais les premiers y a pas de problème. Donc putain il m'interrompt ce con. Dans A Link to the Past, ce passage qui est resté gravé dans ma mémoire de jeune joueur puisque j'avais 12 ans, c'est quand tu traverses les bois perdus et les bois perdus, il y avait cette espèce de petit brouillard déjà avec un effet de transparence que à l'époque seule la Super Nintendo savait rendre de cette manière avec cette petite musique. La petite musique était qui ont rajouté un petit peu. Et puis tu arrivais dans cette espèce de petite clairière. Il y avait des animaux qui s'écartent sur ton passage et tu décroches ce qui s'appelait dans la VF l'épée Excalibur. Alors moi je trouvais ça super qu'il l'appelait Excalibur. Ça fait pas du tout partie du canon, mais j'avais trouvé ça cool parce que j'étais fan des romans de la table ronde. Et là d'un seul coup le brouillard se dissipe, la lumière arrive sur ton bosquet et quand tu sors, t'as tous les bois perdus qui depuis il y a la lumière maintenant. Ça y est, tu as récupéré ton épée et tu as dissipé tout le brouillard et c'était incroyable pour moi. J'avais trouvé ça fantastique ce moment où tu récupères cette épée, où t'as les 3 pendentifs que tu viens de récupérer dans des donjons qui illuminent l'écran et voilà, c'est là encore c'est la découverte d'une épée et c'est pour ça que je crois que le fait que l'épée est si importante dans Zelda. Et si je peux encore dober sur Skyward Sword, faut savoir que dans Skyward Sword, on te donne l'épée de légende dès le début. Pourquoi Voilà. Ah, ça pète tout le côté... ça pète tout. Tout le côté mythique, quoi. T'as une épée bidon pendant 2 heures, et alors que t'es même pas sorti du village, on te donne l'épée légendaire. Salut. Et en plus, cette épée qui parle. Ah, c'est comme si t'avais des enfants, mais ils avaient déjà 18 ans quand non, ça c'est plutôt une bonne chose, je pense. C'est Batman et Robin. C'est bon, je t'adopte, Robin. Ah non, attends. Est-ce que c'est une mauvaise chose d'avoir un enfant qui ne fait pas pipi avant qu'à 18 ans, peut-être que... Ah bah attends, t'es pas à l'abri déjà qu'il fasse pas pipi au lit, hein, puis surtout, tu n'as pas cette sensation de puissance de forger un zélote, tu sais, de forger l'esprit d'un zélote qui va partir dans le monde pour répandre tes idées, voilà. Répandre la bonne parole. Voilà, exactement. Mon meilleur souvenir est totalement périphérique à Zelda, c'est que on attendait tellement Zelda, vous imaginez même pas. Hein. Vraiment, c'était genre... tu parles duquel Ocarina, pardon. Ah, excusez-moi, Ocarina. c'était Ocarina, vraiment l'attente il a été vraiment retardé, on n'en pouvait plus, est-ce qu'il va vraiment sortir en décembre ou pas? Et on était... du coup, t'as acheté Alundra. Non, pas loin. Non, j'adore Alundra, ceci dit. Et du coup, j'étais avec
j'étais avec mes potes et on était en Normandie. J'habitais un peu en partie en Normandie à l'époque. Et on avait des poules. Et forcément, on a dit il faut immortaliser le moment. Et vous avez tabassé des poules. On s'est mis à essayer de faire des photos en train de chasser des poules avec des schmorfs. J'ai encore, et alors je peux, non, les poules n'ont rien eu. En plus, tu sais quoi, les poules que j'avais étaient très bizarres puisque il y avait un coq et 4 poules. Et alors, elles défonçaient le coq. C'était le coq le plus maltraité de Cosmos. Il était déplumé et, tu sais, je crois, elles avaient compris le truc. Il fallait juste s'unir pour défoncer le coq, en fait. Il fallait niquer la patriarchie. Voilà, et du coup, bah, nous, on a juste fait nos photos toutes pourries. Et ce qui est rigolo, c'est que le mec, aujourd'hui, bon, bah, il est chef d'entreprise et je peux rien dire sur lui, mais... Sur le coq? Mais, non, sur le mec qui a fait les photos avec moi, okay. mais j'ai les photos pour le faire parler, où il est en train de chasser des poules avec un bâton. Il est chef d'entreprise. Bon, salut Greg. Non, Greg n'est pas chef d'entreprise. Ah, pardon. Non, sinon j'aurais dit Greg, je le balance Greg sans aucun problème. Et sinon j'ai un autre super souvenir et celui-là est beaucoup plus proche et il va nous permettre de faire le saut sur Breath of the Wild puisque c'est dans Breath of the Wild où je jouais avec papa hier, oui. Non, avant-hier. Je lui montrais et là je lui ai dit écoute là ce qu'on va faire, je vais y aller commando. Non, mais il me fait, attends, tu vas voir, je vais te montrer des trucs cool d'exploration. Il me présente le tableau comme ça. Et donc, vas-y. Daniel, donc, il arrive, en fait, tu t'es pas sans savoir ce que dans Breath of the Wild, ils ont repris l'idée des tours, façon Ubisoft pour les zones. Il arrive en haut d'une tour, il fait son truc, il fait, tu vois, on va partir à l'aventure, tout ça, machin. Donc, il saute de la tour, avec un espèce de petit deltaplane. Alors, il est tout content, il est dans les airs, là, il a 60 mètres au-dessus du sol. Puis, de ce coup, je vois des espèces d'éclairs qui s'agglutinent autour de lui. Et là, je regarde, je fais, écoute, Daniel, je veux pas être pessimiste, mais je crois que tu vas mourir foudroyé. Il me fait, oui, je sais. Et donc, t'as Daniel qui essaye de rejoindre le plus vite possible le sol pour essayer de pas se faire électrocuter. Je m'en suis douté, j'ai jamais vu ça, hein, et donc, tu voyais tous les éclairs, tu sais, t'avais un truc, puis après, ça revenait, puis tu sais, tu te doutais qu'au bout de, je sais pas, 4-5 fois, ça allait te péter à la gueule, quoi. Et genre, il arrive, il se dit, je le vois, tu vois dans son regard qu'il se dit, ça y est, je suis assez proche du sol pour lâcher, et au moment où il lâche, un gros éclair qui lui tombe sur la gueule, et il finit grillé comme une merguez. C'était extraordinaire à voir. Alors, il y a eu ça, c'était la première fois, et la deuxième fois, c'est quand je t'ai dit, écoute, j'y vais commando, et j'ai vu la tour, et là, je sentais que les mecs étaient un peu trop forts pour moi, et quand même, je fonce dans le tas, et je cours, et je dash à fond, pour essayer de rejoindre la tour, et tout se passe bien. Jusqu'à... Je pensais être sorti d'affaire et tout, j'étais tout content d'atteindre la tour, parce que une fois que t'as atteint la tour, c'est quand même, t'as réussi le plus dur, en fait. Ouais. Et je cours, et je suis presque tout à la fin, et je suis tout content, et là, il y a une flèche toute pourrie qui me rentre dans le cul. Il se fait one shot par une flèche dans le cul. Mais genre les 4 cœurs d'un coup. Hop. Et alors, tu sais quoi, ça arrive très très souvent de se faire one-shotter dans ce jeu, c'est assez incroyable. Il y avait aussi un robot dans un des mini-palais, là. Le robot, genre j'essaye de jouer stratégique, je me fais pas toucher, j'arrive un petit peu à le buter et tout, et là il me file un coup et et c'est à ce moment-là que je t'ai dit, tu vois, ils ont gardé un peu de Dark Souls dans ce jeu, c'est ça que j'aime. Ouais, donc Breath of the Wild, pour l'instant, c'est vraiment une putain de réussite, quoi. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Bah écoute, ouais, comme dit, moi j'ai joué que sur le début du jeu. Je disais c'est moche parce qu'en fait, vraiment techniquement, c'est vraiment des trucs qui sont compliqués. Mais finalement, c'est un jeu Wii U, hein. Oui, non mais oui, c'est presque même un jeu Wii sur certains trucs. Voilà, il y a des gens, tu sais, il y a un commentaire qui m'a fait vraiment rire l'autre jour sur Twitter. Il y a un mec qui fait oui. On se plaint de la technique de Breath of the Wild, mais c'est quand même plus beau qu'un jeu sur PS3. La PS3 qui est sortie il y a 11 ans, quoi. Donc ça aide à replacer le truc, tu vois. Ah oui, mais bon, niveau technique... Voilà, donc du coup, techniquement, il y a des trucs... quoique sur Wii U, je suis assez surpris, c'est relativement fluide. En tout cas, c'est pas une catastrophe par rapport à la version Switch que j'ai pu voir tourner. Donc ça, je suis assez surpris. Mais sinon, on s'en fout parce que finalement le cœur du jeu est vraiment cool. Enfin moi, je fais partie des gens qui depuis Wind Waker, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les Zelda dits canoniques. Voilà. Et là, ils ont réussi à... Alors,
c'est pas une révolution parce qu'en fait, enfin, si t'as joué à un jeu vidéo dans ces 10 dernières années, globalement, t'as plein de mécaniques que tu reconnais, mais t'as un côté jeu somme en fait. Tu sais, ils ont repris plein de mécaniques à droite à gauche. Ils les ont tous analysés et ils en ont pris le meilleur pour l'adapter à Zelda. Voilà, et ils l'ont fait à leur sauce et un peu à leur façon, tu vois. C'est un peu vraiment le jeu somme de 10 ans d'open world, de Skyrim à Assassin's Creed. Ils ont repris à chaque fois les trucs qui marchaient bien. Ils ont tout fait ça à leur sauce et vraiment la sensation de se promener, de découvrir. Enfin, en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a un détail tout con, mais genre s'il y a un truc con qui te passe par la tête, enfin, et qui reste logique dans le truc du jeu, t'essayes et ça marche. Genre, à un moment donné, tu sais, t'as des pommes, et si tu fais cuire tes pommes, et ben, elles te redonnent plus de vie. Et donc, à un moment donné, moi, je vois une pomme en haut d'un arbre, et je fais, putain, mais ça me fait chier d'aller cueillir une pomme. J'ai pris un bâton, j'ai mis le feu au bâton, et je me suis mis sous la pomme. Et ben, ça fait cuire la pomme, elle est tombée, je l'ai ramassée, voilà. Et c'est que des trucs comme ça, tu te dis, putain, ça a l'air con, je vais essayer, et à chaque fois, ça marche. Bah, j'ai l'impression que un des trucs les plus réussis du jeu, c'est le côté sandbox où comme à l'époque avec les GTA, on se disait et là si j'essaie de faire ça, est-ce qu'ils y ont pensé? Et la plupart du temps ils y avaient pensé. Et là j'ai l'impression plein qu'ils ont pensé de à tout, choses. Et à chaque fois ils y ont pensé. Et ouais, il y a c'est plein de choses, c'est assez incroyable. Et j'ai revu là il y a pas longtemps une vidéo, je t'avais montré papa, une vidéo qui montre un peu genre toutes les mecs qui poussent très très loin les possibilités du jeu. Ils font du surf sur leur bouclier, enfin tu vois, ils font du Fulton avec des ballons hélium, enfin tu vois, c'est vraiment assez incroyable. Et surtout ce qui est incroyable, c'est que quand même le souci du détail, même ne serait-ce que dans la réalisation. Alors tu parles de la réa, mais moi je te parle en tant que direction artistique. La météo et plus particulièrement le soleil est géré comme une vraie source lumineuse. C'est pas juste un JPEG qui change de couleur quand la nuit arrive, comme tous les autres jeux que je connais. Là, tu vas voir la lumière, tu vas voir l'ombre qui va venir se poser de plus en plus sur la plaine. Inversement, le matin, tu vois vraiment la lumière qui se lève. C'est vraiment, ils ont un sens du détail extraordinaire. Alors que, je t'ai dit, juste avant, j'ai essayé Horizon, j'ai joué quelques heures à Horizon, qui est clairement plus fouillé, mais le mot serait pas fouillé, c'est plus baroque, tu vois, comme direction artistique, mais qui m'intéresse nettement moins que Zelda. C'est Zelda qui est vraiment incroyable. Ce jeu est incroyable et je pense que c'est le plus grand jeu de Nintendo depuis Super Mario 64. Bah écoute. Eh bien écoute, on verra quand j'aurai joué plus, peut-être, mais en tout cas... On verra quand je trouverai une Switch. Voilà, mais c'est un très très bon épisode, vraiment. Alors que voilà, on était en droit de douter par rapport à tout ce qu'ils avaient fait sur les années précédentes. Ouais, surtout si t'aimes pas aller à Onoma comme moi et tout ça. Ah bah je peux vous dire que quand on se fait Skyward Sword, on n'est pas optimiste sur l'avenir de la série, vraiment. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pareil. Enfin, non, il y a plein de bonnes idées et je te dis encore aujourd'hui, j'ai découvert des trucs dans le jeu et je fais mais c'est pas possible, il y avait ça et je suis passé à côté. Il y a plein d'éléments qui sont vraiment très oh là là, je suis ébloui par ce jeu, la manière dont tous les donjons, les petits palais se réinventent et te proposent à chaque fois une nouvelle, et puis il y a de nouveaux éléments, une nouvelle manière d'appréhender le gameplay. Et un truc c'est tellement intelligent qu'on n'a pas dit, un aspect que moi j'aime bien justement, c'est au niveau de la direction artistique, et c'est que c'est un épisode où il y a pas mal de rétrofuturisme en fait, dans les ennemis, dans l'architecture, dans pas mal de détails comme ça. Ouais, il est déjà post-vintage un peu. Voilà, il y a un côté mécanique en fait, mais c'est toujours évidemment orienté médiéval. C'est pas le train. Non, voilà. Non, mais c'est plutôt pense Miyazaki. Pense Miyazaki, voilà, exactement ce que je voulais dire. Pense Miyazaki, pense le château dans le ciel. Exactement. Le château dans le ciel, tu prends le château dans le ciel, bah c'est ça. C'est-à-dire, c'est des espèces de robots de pierre, tu vois, avec des sources d'énergie lumineuse. Et ça, enfin, c'est un univers qui te sort un peu de l'heroic fantasy. C'est déjà dans un peu. Skyward Sword, les gars. Bon bah voilà, j'ai pas joué à ça. Ouais, non, mais là il est bien. Dans les bien. rares bonnes idées de Skyward Sword, voilà. Mais du coup, il y a des pierres en fait. Alors, en termes d'univers, voilà, ça. Je te coupe 2 secondes. Dans Skyward Sword, dans les bonnes idées, en fait, t'as des espèces de pierres, et quand tu les frappes, ça te fait revenir dans une espèce de
temps passé. Alors c'est pas une timeline alternative, c'est le passé, et c'est un passé où t'as des espèces de robots de pierre qui font des trucs, et donc ça c'est une excellente idée. Donc c'est un truc qui existe, c'est déjà aussi plus ou moins présent. C'est initié dans Twilight Princess, je pense. Donc je dirais à mon avis, ce que vous décrivez, parce que je ne l'ai pas vu, ça m'a l'air dans la continuité, et c'est très bien parce que c'est des trucs qui fonctionnent. Il faut le voir quand même. Il faut le voir. Et il y a un truc aussi, la musique. Parce que on peut parler plutôt de sound design à ce niveau-là, parce que parfois quelques notes de piano suffisent pour évoquer une idée. C'est pas du orchestral à la con quand c'est pas le gros thème épique qu'on te balance à tout bout de champ. Au contraire, c'est super léger, c'est super subtil en fait. Et tu me le vends bien. Ah non, et si tu aimes justement cette impression de liberté que tu as dans le premier Zelda, c'est exactement ça, c'est le jeu le plus proche du premier Zelda qu'ils aient jamais fait. Bah c'est ça en fait, c'est ça qui m'est vendu depuis le début et qui me confirme que celui-là devrait me plaire, c'est cette liberté, cette possibilité d'aller où tu veux. Si t'as aimé Skyrim, c'est vraiment ça quoi. Ouais. C'est vraiment Skyrim avec Zelda, c'est-à-dire que t'as les tout premiers moments où on t'explique 2-3 trucs. Parce que tu récoltes des pouvoirs, tu récoltes 2-3 trucs qui vont te servir de base, et puis après tu vas où tu veux. Après passer ces moments, on te fait hop, et puis tu te balades, et exactement comme dans Skyrim, t'arrives, tu te balades, tu fais oh il y a un truc à gauche, je vais aller voir, oh il y a un truc à droite, et puis ainsi de suite, et du coup tu te constitues ton espèce d'aventure un peu comme ça. Alors évidemment il y a des endroits tu vas arriver, tu vas te faire latter tout de suite, mais c'est marrant parce que même si tu te fais latter tout de suite, t'as toujours des moments où tu peux dire tiens je peux essayer tel truc, je peux essayer tel machin, enfin genre à un moment donné moi j'ai foutu le feu à toute l'herbe qui était autour de moi parce que les ennemis me coursaient, enfin bon j'ai fini par mourir, mais tu vois t'as toujours à un moment donné une idée que tu peux avoir et qui peut éventuellement marcher. Enfin moi je fous le feu à un gourdin et ensuite je tape les mecs en plus en leur foutant le feu. Ah c'est génial. Ton fameux gourdin en feu aussi connu. Toi papa tu y joues sur Wii U ou sur Switch? Moi j'y joue sur Wii U. Ouais, j'y joue sur Wii U. Tu joues sur Wii U ou sur Switch? J'y joue sur Switch et je pense qu'il a bien fait de prendre la version Wii U parce que je suis sûr qu'elle va devenir alors Daniel avec ses 30 000 exemplaires. C'est ça. Daniel, que reste-t-il de notre recommandation de l'épisode Switch où on disait on va la prendre mais pas tout de suite? C'est une question. Plein de gens vont m'en parler. C'est vrai que plein de gens vont m'en parler. En fait, je vais dire à chaque fois, je vais dire la même chose. Allez, j'ai un problème au dos, j'en avais parlé dans un épisode précédent. C'est vrai. Et je peux pas aller au sport. Et je réfléchis, genre, j'avais besoin d'un truc feel good. Parce que tout ce temps que je passe pas au sport, sinon je me morfonds. Ouais. Et du coup, on était à J-1, je traînais à République par hasard. Puis j'avais 400 € qui me brûlaient dans ma poche. Et là, en fait, je l'ai pas pris Day One, je l'ai pris Day -1. Et... Ah bah ça va alors. Oui, voilà. Et donc mais quelle arnaque. Et écoute, bon, j'ai craqué, je vais pas m'excuser de prendre une console. Non, t'excuses pas, moi je vais te défendre. Tout ce que je vois de Zelda finalement me fait envie et me donne envie de craquer et de me jeter sur une Switch dès que j'en trouverai une. Donc voilà, c'est bon quoi. Même si après il y aura rien jusqu'en novembre, c'est pas grave quoi. Moi, pour avoir vu, voilà, il y aura Splatoon, attends. Pour avoir eu les manettes de la Switch en main, avoir vu tourner Zelda sur Switch, je suis très content d'avoir acheté sur Wii U parce que j'ai une Wii U, donc déjà, c'était déjà ça. Et parce que je t'ai prêté ma manette. Oui, exactement. Non, mais ça, c'est encore différent, mais moi, j'ai pas de Wii U, donc j'ai encore moins de, pour le coup, pour le Zelda, ça vaut pas 400 €, même plus, parce que honnêtement, j'ai testé, j'ai vraiment un gros problème avec la manette de base de la Switch. Voilà, enfin, la différence vaut pas, pour ce jeu-là, si t'as une Wii U, ça vaut pas les 400 balles, quoi. 400 balles plus la manette. Oui, plus la manette qui est à 80 balles, enfin, voilà, évidemment, ça fait un peu cher la blague, quoi. Moi, écoute, je pense que c'est vraiment le meilleur jeu de Nintendo depuis ah oui, bien sûr, non, mais, après, donc, est-ce que faut jouer à Breath of the Wild, depuis Mario ça, c'est la seule 64, certitude. quand même. Depuis, ouais, pour moi, c'est super, D'accord. ouais, je pense que c'est mieux qu'Ocarina, hein, Non, mais la certitude, c'est qu'il faut y jouer à ce jeu-là. Après, si t'as une Wii U. Oui, voilà. Si t'as une Wii U et que, comme moi, t'as de la chance de trouver un exemplaire au Leclerc du coin, parce que moi, en plus, je l'ai acheté par hasard aussi, mon exemplaire de Breath of the Wild. T'avais mal au dos et tu te oh là là, quel arnaqueur. Non, mais je te jure, je passais par hasard dans le supermarché, je fais, on va aller voir. Et puis, genre, ils avaient 5 exemplaires, je fais, écoute. T'en as acheté 5. Non, malheureusement. Je suis pas un enculé, en plus, c'est ça. Mais t'es sûr que tu veux j'aurais pas... dû. Mais attends, avec les 4 qui restent, tu payes ta retraite, hein. Ouais, je sais bien, mais parce que c'est pas avec ton salaire d'instit que ta retraite elle va être ah bah non, ça c'est sûr.
Ça, c'est sûr. Retourne au Leclerc, vite, ils y sont peut-être encore. Est-ce qu'on passerait pas un peu à nos recos Je pense qu'on maintenant? peut passer aux recos. On va recommander des choses pas Zelda. Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour McLean. Vous avez caché un plan bien huilé. Ouais. Et bah, puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Et bah, honneur à l'invité, papa. Quel est ta reco? Bah écoute, du coup, oui, en recommandation qui n'est pas Zelda, mais qui est presque Zelda, c'est-à-dire la série Darksiders, qui était sortie à l'époque sur PS3, 360 et surtout sur PC, la Master Race PC, qui est à mon sens le meilleur palliatif à Zelda et surtout aux épisodes récents. Moi que voilà, j'ai déjà dit, vraiment j'ai pas du tout aimé, et voilà, enfin c'est vraiment un Zelda dans l'esprit, sauf qu'avec un univers comic book à l'américaine bien bourrin. Bah c'est designé par Joe Madureira qui dessinait X-Men et Battle Chasers. Voilà, donc c'est vraiment visuellement, en termes de DA, etc., ça n'a rien à voir, mais tu retrouves la même construction avec ce monde en perdition, les donjons avec les gadgets spécifiques, voilà, et c'est pareil, t'as aussi un pot pourri parce que ça reprend aussi un peu de Portal, un peu partout, mais c'est des jeux qui sont chouettes, qui sont vraiment bien. C'est jamais des jeux de géniaux, enfin voilà, t'as pas le génie comme t'atteins jamais un grand Zelda. Mais t'atteins un bon Zelda, quoi. Et je suis entièrement d'accord. J'ai un petit peu, j'ai jamais fini, mais le temps que j'ai passé sur le 1 était très correct. Le 2 d'ailleurs, il y a une version plus ou moins remastered qui est sortie sur PS4 et Xbox One pour info, et sur Steam. Ouais, je sais pas trop ce qu'elle vaut, mais je pense que ça doit être à peu près la version PC, voilà. Si tu remaster un jeu, ok, ça reste toujours un jeu. Elle était en gigasold pour les gens qui avaient déjà le 2 sur Steam, donc en fait je l'ai racheté du coup, vu que j'ai pas encore fait le 2, donc je me suis dit je vais prendre directement la définitive édition. Ah, dans ton backlog Steam de 8 milliards de jeux. C'est ça. Voilà. Bah c'est le principe de Steam, hein. C'est d'accumuler les jeux et un jour t'y joues peut-être. Alors Benji, quel est le jeu que tu nous recommandes de ton backlog de Steam? Alors justement, je vais pas recommander de jeu de mon backlog Steam, mais je vais revenir sur des vieilles recos, parce que des fois je fais des recos sur des trucs que je viens de découvrir et je dis ouais, ça a l'air pas mal, et en fait parfois ça allait pas. Donc 24 Legacy en fait c'est non. La nouvelle saison de 24 heures chrono. Oh, quelle surprise! Ouais, j'étais déjà dubitatif sur ma précédente reco, mais en fait ça sert vraiment à rien. C'est du revu, il y a zéro surprise, zéro intérêt. Honnêtement, je crois que je vais même pas aller au bout, alors que c'est une série de seulement 12 épisodes. J'en arrive au point où je trouve ça moins bien que Lethal Weapon. Donc c'est vous dire si ça n'a vraiment aucun intérêt. Vache. Merde. C'est le pire de toutes les saisons de 24 heures chrono recondensées en 12 épisodes, ça n'a aucun intérêt. Et le personnage principal, il a beau faire ce qu'il peut, il a pas le charisme de Jack, quoi. Donc il y a pas de cougar. Ah merde. Je crois qu'on tient à un concept. On recommande un truc pendant tout l'épisode et après on fait des anti-recos. Qu'est-ce que tu nous recommandes pas encore? Et je reviens sur Phoenix Wright Spirit of Justice. Quand je l'avais recommandé, j'avais fait que les 2 premiers chapitres et c'était bien. Le problème, c'est que ça tombe complètement catastrophiquement comme avec le chapitre 3. Comme tous les Phoenix Wright, mec. Mais pas tous, parce qu'il y en a plein où le 5e chapitre, ça sauve le truc. Oui, mais parfois t'as un ventre mou, t'as un épisode, t'as un chapitre ventre mou qui t'assomme. Ouais, ben là, le problème, c'est que le 5e chapitre ne sauve rien, que le procureur qui était insupportable, mais complètement insupportable dès le chapitre 2, mais encore pire dans le 3, reste un connard, sauf jusqu'à la toute fin où on t'explique que en fait non, c'est pas un connard et voilà pourquoi, mais en fait ça ne tient pas debout, et le type même en privé est un connard alors qu'il a aucune raison de l'être. Donc vraiment, en plus c'est mal écrit, ça abuse de tout ce qui est mystique, qui est vraiment le truc le plus chiant dans les Phoenix Wright. C'est des tours de passe-passe pour justifier des machins, et honnêtement le 5e chapitre, il va vraiment falloir que j'essaye de le relire pour essayer de tout comprendre, parce qu'il y a plein de points où j'ai l'impression que j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Donc vraiment non, c'est pas bien. Là j'ai attaqué le DLC en me disant allez, avec un peu de chance ça va sauver le truc, parce que le DLC c'était le meilleur. Vous voyez ce que je vous ai dit sur la psychanalyse de Benjamin François. C'est que le mec il se plaint d'un jeu et en plus il pousse le vice à jouer au DLC, quoi. Bah oui, mais les Phoenix Wright, un DLC ça peut être complètement génial quand l'épisode qui était avant était pas super. Ça a tellement rien à voir que voilà, on sait jamais, quoi.
En tout cas, Donc, maintenant, Oui, on oui, sait... sur un coup de chance. En tout cas, maintenant, on sait qu'on faudra plus écouter tes recos, quoi. C'est ça la moralité de cet épisode, quoi. Écoute, Dès il y que a tu des recos, recommandes un il y a des truc- recos que je fais. T'as pas- After Eight recrute. C'est ça, je te t'as rappelle. pas une BD de Johan Sfar, non, à nous recommander, là, vite fait? Hein? Écoute, si je commence avec les 2 premières pages du BD de Johan Sfar, je suis déjà capable d'en dire du mal, donc on sait jamais. Non, j'ai une vraie reco. Encore que j'ai pas vu les 2 saisons entières, donc ça se Johan trouve, ça Sfar. devient nul. Mais le mec, il a joué Polygone, c'est-à-dire qu'il nous fait, ouais, les mecs, je fais une reco, puis il revient 3 épisodes après. Ah non, en fait, c'était de la En fait, merde. c'est de la merde. Et puis après, je reviens. Bon, finalement, je remonte la note. Non, ma vraie Putain, il y avait mon recommandation- gars sûr, et là, c'est mon gars pas de sûr du tout. La reco de mon gars pas sûr. Bon, j'ai une vraie reco. C'est la série Crazy Ex-Girlfriend. Qui est Mais sur t'en as Netflix. déjà, là, t'en as déjà parlé, et là, tu confirmes la reco. Je confirme, j'en ai déjà parlé. J'avais peut-être juste dit que j'avais commencé à regarder. Je pense pas que je l'ai Ouais. fait en vrai reco. Ouais. Je confirme que ça continue à être bien et je suis quasiment à la fin de la saison et c'est toujours chouette. Et contrairement à La La Land, c'est une comédie musicale pas chiante parce que La La Land c'est chiant. Et Oui, c'est l'info, c'est que tu as vu La La Land. voilà. Putain, en J'ai vu La La fait, Land. tes recos, t'as passé plus de temps à dire du mal. Je te félicite. Mais Je te félicite les gens je vais qui disent finir- After Eight, c'est trop gentil. Je pense que c'est la bonne influence de Stéphane Boulet les qui anti-recos. Et je vais finir en disant du bien d'un clip. Et ça, pour le coup, je suis sûr que je reviendrai pas dessus parce que c'est bon, j'ai vu le clip en entier. Ah, c'est pas sûr. Attends, regarde-le là. C'est une artiste qui s'appelle Wayne, comme Wayne Campbell. Sauf qu'elle s'appelle juste Wayne et le clip s'appelle Alive et c'est donc une chanson très sympa qui rappelle un peu, c'est un peu noisy, ça rappelle un peu Nine Inch Nails. Moi j'ai beaucoup aimé et le clip est très chouette et en plus dans le clip il y a Nio et Nio c'est une copine à nous. Donc il y a Nio de l'Agapar à qui on fait un coucou à l'Agapar aussi. Et le clip est très chouette et la chanson est très chouette et voilà, et on mettra le lien YouTube sur le site. J'ai fini. À toi Daniel, c'est quoi ta Putain, on se croirait dans le Seigneur des Anneaux, tu sais, c'est... Daniel, c'est allez, une vraie c'est reco pas la ou vraie une pas fin. vraie reco que tu fais? Ah, écoute, moi j'ai vu un clip de Alive de Wade et je trouve ça nul à chier. En plus, il y a quelqu'un que je déteste dedans. Là, yesh. Bon, sinon, 24, je Au trouve montage, je peux trouve ça couper génial. Marocco et laisser juste ça si tu veux. Ah non, c'était Ah, tellement non. bien. Non, surtout pas. On coupe pas 24, ça. trop bien, n'est-ce pas, papa? Ah, c'était 24, génial. on- Ah, vraiment, s'est- c'était super. On s'enfilait tous les épisodes, même pas encore diffusés, ce week-end. Parce qu'il faut le dire, papa était là pendant le week-end. Pour On a fait que ça, on a jamais Il y a fait votre même... oncle d'Amérique qui vous a envoyé les épisodes. C'est ça, donc, et ceux qu'on les a déjà vus, on les a déjà même revus, tu vois. Et on tu se disait, m'étonnes. putain, on a dépassé le cougar. Non, j'ai une vraie reco, et elle Et est c'est très... Phoenix Wright Spirit of Justice. Non. C'est Nier Automata. Ah. Et Nier Automata, dont le seul défaut, c'est de sortir en même temps que Zelda. Et on se souviendra beaucoup de cette période parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeux de qualité qui s'enchaînent les uns les autres. Et Marocco, c'est donc Nier Automata. C'est un jeu Square Enix, mais aussi développé par Platinum Games, à qui on doit Bayonetta et des Voilà. jeux d'action très très Tortue dynamiques. Ninja, une Manhattan, mes couilles, Star Fox Zero. Ils ont pas fait que du bon, ouais. Non, mais c'est quand tu leur donnes le budget et le temps pour le faire, et c'est pas des yes Ah men. oui, Mais tu leur fous la paix surtout, je pense. C'est, Ouais, je pense. Et Bayonetta 2 est un vrai chef-d'œuvre pour le coup. Voilà. Bayonetta 1, Vanquish, qui est Ouais. un de mes jeux préférés de Ouais. cette génération, Metal Gear Revengeance. Donc là en l'occurrence, ils sont complètement au service de l'œuvre de Yoko Taro. Et Yoko Taro, c'est un peu un fou, et ces jeux lui ressemblent parce que si tu regardes, j'ai écrit un long article sur Le Monde, je vais le mettre en lien. De l'épisode. C'est une nana androïde qui est habillée un peu comme une loligote de l'espace qui se bat avec des katanas dans un monde post-apocalyptique, et tu sais, tu te dis bon bah c'est le Japon, c'est ok, d'accord, c'est un jeu japonais. Et en même temps, il y a plein de choses qui sont absolument ridicules, et mis tout ensemble, il y a quelque chose qui fonctionne dans Nier Automata. L'histoire fonctionne, l'ambiance fonctionne, et c'est complètement envoûtant. C'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué cette année, et je vous le dis alors que je suis en train de jouer à Zelda. Le système est génial parce que c'est à la fois un shooting game mais aussi un jeu d'action, et tu peux le jouer de la manière que tu veux. C'est-à-dire que si t'es pas doué, tu peux mettre plein de trucs automatiques qui sont là pour t'aider à presque passer le jeu en mode automatique. Tu peux aussi passer en mode action et avoir un rendu très très Bayonetta.
Et la touche Yoko Taro, c'est que le jeu n'est pas complètement fini quand tu le finis une fois. D'ailleurs, à tel point qu'il y a un message du Pierre à la fin, disent jouez-y encore une fois, vous allez voir, c'est une autre expérience. C'est vrai, c'est que c'est un jeu complètement polymorphe. Le deuxième run n'est absolument pas le même. On a l'impression de voir complètement un autre jeu, complètement une autre aventure. Le troisième run, on t'offre une manière complètement différente de vivre l'aventure. Le quatrième et ainsi de suite. C'est un jeu qui change à chaque fois. Et qui te propose à chaque fois des trouvailles, qui ose se réinventer tout le temps. Il y a une prise de risque constante dans ce jeu, et c'est fou de voir à quel point il réussit ce qu'il entreprend, alors que tous les éléments, tu te dis, putain, c'est pas gagné, quoi. Qu'est-ce que c'est que tous ces éléments? La musique est tombée par terre. Je pense que c'est la meilleure bande son que Square Enix pond depuis l'ère PS1 en fait. Ce jeu a vraiment une patate comme les jeux Squaresoft et Enix avaient à l'époque de la PlayStation 1 et peut-être un peu de la PlayStation 2. C'est des jeux japonais comme on les voit plus à un tel niveau, et je trouve ça extraordinaire. Nier Automata, c'est sorti sur PS4, ça sort bientôt sur PC. C'est vraiment c'est un de mes coups de cœur de l'année. C'est extraordinaire. Vraiment, j'adore ce jeu est poétique. C'est un jeu qui hésite pas à citer Ghost in the Shell, et en même temps il cite Jean-Paul Sartre, tu vois. C'est complètement ma boule. Tu te dis ça va être de la guimauve, ça va me faire mal aux dents tellement c'est pas mal qu'il cite un film qui est pas encore sorti. Ah non on parle du vrai Ghost in the Shell. Tu parles d'une Matrix de la nouvelle génération. Du Matrix de la nouvelle génération. J'ai une question toute bête, Daniel. Tu me connais et tu sais qu'avant de jouer à un jeu, j'ai besoin de faire tous les épisodes qui étaient sortis avant. Est-ce que ça pose un problème si on n'a pas fait le premier Nier? Alors, absolument pas. D'accord. Mais c'est un petit plus. D'accord, c'est juste que je vois que le premier Nier est à $45 sur PS3, donc je sais pas si je vais le faire en fait. Mais je peux te le prêter, si tu veux. Ah je veux bien. Ouais. Écoute, je vais bientôt passer à LA. C'est vrai. Le truc, c'est que oui, il est. C'est ça qui est incroyable avec Nier, c'est que c'est devenu un phénomène culte. Il a été relativement cassé par toute la presse à sa sortie. Il a été cassé même par le bouche à oreille. Et ensuite, c'est sur le long terme que ça s'est installé et que les gens se sont dit, ouais, attends, en fait, le jeu faut le finir plusieurs fois pour comprendre ce qui se passe en fait. C'est pas juste n'importe quoi qu'on est en train de nous vendre. Et Nier n'était pas un super jeu en tant que mécanique, mais par contre, ce qu'il racontait était vraiment super. Et là, grâce à Platinum, c'est vraiment la fusion entre le système qui est vraiment au poil, avec des esquives et des contres et tout ça, mais quand même très très light, quoi. C'est pas Bayonetta. Et aussi ce qu'il raconte, qui est vraiment génial. C'est vraiment à la fois, c'est déprimant et joyeux à la fois. C'est un grand jeu du urbex, et c'est fabuleux de voir ces robots qui sont en train de se questionner sur leurs conditions de robots, sur la condition humaine de robots. C'est passionnant, et D'accord. je pensais pas que ça allait marcher à tel point. Et c'est déjà la fin du 34e épisode d'After Eight, qui était un petit 1h20 quand même, déjà la fin ça va. Un petit peu. Mais tu sais quoi, on a ça tout le temps. Mais c'est avec... court 1h20, attends. Oui, pour Parce toi. que moi je viens de Super Ciné Battle, 1h20, on a fait les 2 premières listes. Et on a même pas fait la moitié de l'émission. Sur les derniers épisodes, j'ai cru que vous alliez faire 3 listes et en rester là à un moment. Quoi. Et tu sais, c'est ça qui est hallucinant, c'est que sur les derniers épisodes, je me dis allez, je prépare moins de listes, comme ça on va être plus rapide, comme ça l'épisode va être plus court, donc ça va être moins de taf pour moi pour monter. Du coup, vous passez 3 fois plus de temps sur une liste. Et du coup, c'est incroyable, c'est comme si je lisais La Recherche du temps perdu. Exactement. J'ai l'impression de relire les mêmes pages et les mêmes pages et de passer dans un autre espace-temps. Ce que tu ignores, c'est qu'en fait, quand on est dans Super Ciné Battle, j'active le bullet time. Et c'est moi qui plie le temps à ma volonté, Daniel. Je peux rien faire contre ça. Oui, et toi, t'as mis le curseur sur 2 heures. Exactement. C'est un Valve time à la sauce boulet, en fait. Exactement. Bon, où est-ce qu'on peut te retrouver, à part sur Super Ciné Battle? À part sur Super Ciné Battle, au détour de Gamecult. J'ai cru que t'allais dire au détour d'une piste noire. Bah non, alors malheureusement on a eu une neige tellement effroyable cette saison là, que les pistes noires sont noires, mais elles vont devenir rouge sang en fait, si t'y vas. Donc ouais, très mauvaise saison pour la neige malheureusement. Peut-être qu'on aura un printemps exceptionnel, je sais pas, mais bon. Donc voilà, non, pas les pistes noires. Donc ouais, sinon, alors un printemps exceptionnel, ça veut dire pas de neige ou beaucoup de neige? Non, printemps exceptionnel au niveau de la neige, on sait pas. D'accord, ok, d'accord. Là voilà, mais non, le mois de février c'était une catastrophe. Enfin bref. Sinon voilà, Twitter @GK Plugin Baby, et puis Sens Critique Plugin Papa. Et toi, Quix?
Eh bien, moi sur Twitter, KWYXZ, sur Gaming Since 98X, avec il y a toujours mes petits articles sur quand vous voulez vous monter une borne d'arcade et puis comment la customiser pour mettre une belle interface. Ces articles sont aussi disponibles sur geekzone.fr et sinon sur les forums de Gamecult, toujours. Et toi, Daniel, où peut-on te retrouver ? Eh bien, vous pouvez me retrouver sur Kami Robotics sur Twitter, sur Super Ciné Battle avec Stéphane Boulet-Time. Exactement. Et aussi, je présente une émission qui s'appelle MDR. Cherchez-la, je remettrai le lien. On la trouve immédiatement quand on cherche sur iTunes. Ah ouais, c'est bon, ça y est. Et c'est un peu l'émission qui est plus drôle que les filles dont elle parle la plupart du temps. Alors, et crois-moi que quand j'avais Max en chroniqueur il y a pas longtemps pour parler d'une bonne daube qui s'appelait... Alors, MDR est un podcast qui parle que des comédies françaises. Voilà. Et un de nos derniers épisodes, ça parlait de « Et si j'étais un homme ?» qui est une comédie effroyable de Audrey Dana. D'ailleurs, je remercie en fait ce programme parce que ça me permet d'éviter de parler de toutes ces daubes que je m'aligne toutes les semaines. Je sais pas si vous aimeriez que j'en parle dans After Eight. Parce que vraiment, mais c'est un bon complément After Eight, moi je trouve ça très bien. En plus, tu as toujours des invités super pertinents et très intéressants, donc c'est cool. Je suis très fier de mon équipe. Ils sont tous super. Ils ont pas d'expérience de journaliste et du coup ça leur donne une espèce de fraîcheur et en même temps ils comprennent bien que... Surtout Alex Herveau, zéro expérience de journalisme. Oh, putain, non, c'est vrai qu'Alex c'est un vrai branleur ce mec. Non, mais alors Alex, ce qui est génial, c'est que c'est un tank. Il est vraiment tellement bon au micro. Ouais. Genre, il ferait peur aux gens, quoi. Il est tellement bon, c'est incroyable. Bon, bref, il y a Alex et donc d'autres gens qui sont pas habitués au micro. Mais bon, Alex, il a été formé à la dure école de nos ciné, hein, tu vois. Oui. Nos ciné où il faut y aller avec un bulldozer parfois. Enfin, le dernier que j'ai fait, c'est plutôt bien passé. Je parlais de Logan. Et donc MDR, juste pour dire, on parlait de Et si j'étais un homme, donc effroyable comédie d'Audrey Dana où elle se réveille avec un sexe d'homme, avec une bite. Et là, Max me fait... Tu peux y aller, tu sais, on est plus 18 sur iTunes, y a pas de problème. Max fait au micro, il fait c'est la première fois que je suis soulagé de voir Christian Clavier arriver dans une scène. C'est vrai. Et j'étais mort de rire. On a un épisode aussi, je crois que l'épisode qui est diffusé cette semaine, on s'attaque à la carrière de l'arc de la carrière de Jean Dujardin. Et je cherche pas, j'ai mis que des extraits de OSS 117. Ah bah bien sûr. Bah évidemment, voilà. Oui. Forcément, oui. Vraiment, chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. Heureusement que t'as pas mis que des extraits des infidèles parce qu'il y aurait un problème. Bah je parle de la seule scène à sauver des infidèles aussi. Donc, tu veux parler de celle où il sodomise son copain? Ah non. D'accord. Putain, mais quelle honte. Mais en même temps, ça symbolise bien un peu ça donc je vous invite à écouter MDR aussi. D'accord. Voilà. Et j'ai écrit sur Nier Automata pour Pixel Le Monde. La phrase rituelle, c'est que vous pouvez nous retrouver After Eight sur le site after8.fr. Vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes où vous pouvez mettre des petites étoiles et on vous invite à le faire parce que c'est une manière de se faire connaître et ça aide au référencement. Vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube parce que on met aussi l'épisode au même moment sur YouTube. Comme ça tout le monde peut l'avoir dans le monde. Et qu'est-ce qu'il le fait bien? On dirait pas. Ouais. Et bon, et puis tous vos applis de podcast habituels. Et je crois qu'on est bon, les mecs. C'est ouais. Bon. Vous avez tout dit ce que vous voulez sur Zelda? C'est bon. Je crois qu'on a fait le tour, plus ou moins. C'est bon pour le run de test. On peut enregistrer maintenant. Oh putain, on va mourir. Parce qu'il fallait lancer l'enregistrement. Attendez. Oula. Bon, alors, prévenu. Alors, je sais pas si tu sais, Benji, mais. Non, mais attends. Je sais que ça vous est arrivé sur un Super Ciné Battle où vous avez du tout refaire. Après, on va dire que c'est à cause de moi que ça dure 30 ans, mais c'est quand même le mec, ça fait 20 minutes qu'il est sur sa promo. Hein. Je tiens à le souligner. J'y suis pour rien. 20 minutes. Non, mais attends, on parlait de MDR. J'en parle pas toujours. Je te fais remarquer. Un jour, Super Ciné Battle, et bon, bah non, il faut que les gens le sachent, c'est que c'était le plus dur à enregistrer. Voilà, le seul qu'on ne voulait pas réenregistrer, c'était celui-là, voilà. Puisque c'était le Resident Evil spécial. C'est pense absolu. Moi, honnêtement, je crois que j'aurais dit bon, bah finalement, on le fait pas, c'est pas grave. Non, mais c'était... Tu sais quoi, on était assez contents du résultat jusqu'à ce que l'enregistrement ne se fasse pas. Et on s'est dit, la détresse. Ah putain, mais on s'est dit bon bah écoute, il faut le réenregistrer. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on prépare jamais ce qu'on fait.
Mais ce qui était intéressant, c'est que lui sortait mes vannes et moi je sortais ses vannes de. C'est comme si j'avais fait un cosplay Stéphane Boulet et lui Daniel Andreev. Voilà, on est permutés. Voilà, c'était assez intéressant au final comme expérience. Et puis en plus les gens ont assez rigolé à cet épisode puisque ma foi il y a quand même pas mal de films drôles. Enfin, je sais pas comment. Il vaut mieux rire qu'on pleurer. Ça, c'est tellement dur en même temps. Enfin, je sais pas comment vous avez fait. Moi, j'ai été admiratif. Bah oui, toi tu nous as lâchés. Ah oui, non mais moi j'ai refusé de regarder Resident Evil. Non mais c'était pas possible. Attends, moi je suis même allé au cinéma pour voir le dernier. Putain. Moi j'ai payé ma place pour voir Batman vs Superman. Hein. Ouais mais putain, oui. Préparez-vous, il y a pas mal de blockbusters à voir cette saison. Bon, on vous dit à bientôt pour notre prochain épisode et on vous embrasse. Des bisous. Ciao. Bisous, ciao. Celle-là, on va la couper. Je mettrai je mettrai le jingle au-dessus. Tu sais quoi, on va couper toutes les phrases de papa, en fait. On va lui faire croire qu'il est dans l'épisode, en fait, on va tout virer au montage. Alors, on lui envoie un épisode où il est dessus. je vais mettre une règle sur le firewall, juste pour lui. Juste pour lui, il y a l'épisode où il est dessus, mais pour personne d'autre. Bon, allez, on passe au... Allez, voilà à quoi ça mène de faire un rire machiavélique, c'est que je tousse comme un connard. Voilà, bien fait pour ta gueule. Mmh. Je suis bien puni. Allez les enfants, on est presque fini. Je lance le trailer. Alors Wonder Woman, c'est parti. Donc je ne l'ai pas vu le trailer, je le regarde pour la première fois pendant que tu manges. Ouais. Alors, les gens ont le droit de savoir que je mange du maïs. L'eau est très très bleu turquoise, très jolie, très fake. Peut-être qu'il faudrait que je la mette en même temps hein, pour être raccord avec ce que tu veux. Toi tu l'as vu toi ça. Attends. Ouais, bien sûr, mais j'ai bébé Diana qui ressemble pas du tout à Gal Gadot. La voilà, l'épée Excalibur.
Ok, donc le montage avec l'entraînement où elle devient super balèze. Est-ce que tu trouves pas que la nana, elle ressemble vachement... Elle essaye vraiment de faire Kate Blanchett, mais en version God of War. Celle qui l'entraîne? Ouais. Un petit peu. Alors attends, là, les gants magiques où elle dégomme tout le monde. Non, c'est des bracelets. Donc en fait, c'est vrai que c'est des bracelets. En fait, c'est les bracelets. Bah viens, on est en train de notre petit moment. Je suis en train de regarder le trailer de Wonder Woman et de le commenter en live. Ah mais il enregistre pas, ce con. Et non, papa, il enregistre pas, donc il ne sera pas dans le montage final. Putain, les mecs, on dirait des nazis pendant la Première Guerre mondiale. Ouais. Quel était l'intérêt de déplacer ça si c'est pour mettre des nazis dedans? Ah non, mais moi, attends, j'arrête pas de bloquer dessus depuis comment s'appelle ce film pourri, Batman v Superman? Ah, si seulement papa pouvait partager ce moment avec nous. Mais en même temps, on l'a eu ce matin, ce petit moment. Beaucoup de filtres bleu turquoise et jaune dans ce trailer. Ah, c'est moche. Hein. Ah ouais, il y a deux couleurs qui prédominent, le bleu turquoise et le jaune. Mais je crois que ça, c'est vraiment un... On leur a dit Batman v Superman, il n'y a vraiment pas de couleur, faites un petit effort. D'ailleurs, entre le dernier putain, ce riff trailer... de guitare affreux à la fin. Oh là là, quelle horreur. Spider-Man, Spider-Man. Ça sortait déjà de nulle part dans Batman v Superman, c'était une catastrophe. C'est pompier au possible, c'est d'une lourdeur absolue. Enfin, t'as vraiment l'impression, genre, elle est beauf, regardez, la grossesse arrive. Non mais sans déconner, quelle horreur. Bon, le trailer est moins affreux que ce à quoi je m'attendais. C'est très laid. Ça a l'air chiant. Il y a beaucoup de ralentis. Ça a l'air très banal, surtout. Ça a l'air d'une banalité absolue, ouais. Bon, bah écoute, c'est voilà, c'est pas, ça a pas l'air bon. On devrait faire les trailers commentés. Ouais.